Justin Koné-Katinan, au terme de cette fête de la Renaissance, sentiment du porte-parole du parti? Très heureux. Nous sommes très heureux. Très heureux pour l'organisation, très heureux pour la mobilisation, très heureux pour les retrouvailles et surtout pour les messages. Alors c'est l'occasion pour moi de remercier vraiment la population ivoirienne, nos militants, surtout les jeunes, les autorités ivoiriennes et les forces de l'ordre qui ont encadré cette manifestation gigantesque, les deux manifestations gigantesques, et pour lesquelles il n'y a pas eu de notes désagréables. Les choses sont passées convenablement, même si à un moment donné on avait quelques inquiétudes parce qu'il y avait des coïncidents de calendrier qui nous paraissaient assez troublants. Mais au bout du compte, le plus important, c'est que ça s'est très bien passé. Et au moins sur la question de la mobilisation, je pense que ça a été un succès franc. Laurent Gbagbo, à la tribune, le président du PPACI, pour lui, cette célébration marque la fin de l'injustice, a-t-il dit. De quelle injustice il parle? Il n'a pas dit que ça marque la fin. Son retour. Son retour, exactement. Voilà. Pour paraphraser. Une injustice. Évidemment, quand on vous prend du palais présidentiel, qu'on vous envoie en prison, et que vous restez pratiquement 8 ans en prison et 2 ans dehors, et que finalement on vient vous dire que ce pourquoi vous étiez accusé, c'est véritablement, n'avait aucun fondement, mais ça va de soi qu'il y a une injustice qui a été commise. Et donc le retour et cette fête-là consacre, si vous voulez, la remise des choses dans l'ordre. Et donc ça, c'est important pour nous. Jean-Yves Vessis, réaction? Écoutez, c'est plaisant à voir parce que c'est l'expression de la démocratie. Il faudrait que plus souvent on puisse assister à ce genre de manifestations sans qu'il y ait aucune violence. Ça montre que nous avons fait un pas vers la démocratie que nous recherchons. Je suis impressionné par la mobilisation qu'il y a eu, mais légèrement impressionné parce qu'on voit le PPACI travailler depuis le retour du président Gbagbo. C'est des personnes qui font un travail de terrain assez impressionnant, à l'image de ce que le PDCI a toujours fait. Donc c'est un résultat impressionnant, mais qui n'est pas surprenant. Le président Gbagbo est un président populaire. En général, tout le monde l'aime. Il a des propos qui sont compréhensibles. Il parle avec des mots qui permettent à tout un chacun de les comprendre. Sans avoir besoin de sortir de Polytech, ils sortent des mots qui sont, je dirais pas populistes, mais c'est un tribun. Donc c'est vrai que ça a été une belle fête. Je n'ai pas pu y participer parce qu'on était concentré sur l'après-congrès, mais ça aurait été avec plaisir que j'aurais pris part à cette fête. Docteur Bangali? Oui, je pense qu'après les derniers mois qui ont été marqués par des dissensions internes liées notamment à l'affaire Afin-Guessan, aux affaires Hervé Simone ainsi qu'aux affaires Blé Goudé. Aujourd'hui, on retrouve le PPACI sur le terrain où on l'attendait, c'est-à-dire le terrain du repositionnement politique, de la mobilisation politique. Je pense que c'est sous ces registres-là qu'on s'attendait à voir ce parti qui finalement descend dans l'arène après avoir traversé une période, je dirais, de construction de ces différentes bases. Alors, le commentaire qu'on peut faire tout de suite, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 dimensions possibles qu'on peut trouver à cette manifestation. Il y a une dimension de mobilisation, je dirais, morale, mentale interne, parce que après cette longue traversée des différentes crises internes, c'est vrai qu'on a eu cette impression, vu de l'extérieur, qu'on avait affaire à un parti qui était en fin de période d'existence, en déclin. En fin de cycle. Voilà, donc toutes ces dissensions étaient le signe. Mais on se rend compte que finalement, on ne doit pas vite enterrer ce parti parce qu'il a encore de la ressource et ils l'ont démontré à travers cette mobilisation. Et puis bon, je pense que le second regard qu'on peut jeter sur cette mobilisation, c'est déjà le fait qu'elle se passe dans une commune qui est réputée être un bastion du FPI, de l'ancien FPI, aujourd'hui devenu, branche est devenue le PPACI. Bastion dans lequel, je dirais, le RHDP a repris, disons, la mairie un peu par défaut parce qu'ils étaient absents du jeu politique.
Donc cette mobilisation aussi annonce pour l'avenir, pour les élections locales qui arrivent, une bataille entre ces deux éléphants politiques, voilà, dont finalement ce rassemblement est un des signes annonciateurs. Docteur Arthur Banga. Bon, oui, il y a des côtés, il y a des côtés positifs. Comme je dis déjà, pour Laurent Gbagbo, parler d'injustice. Pour le moral des troupes, c'était intéressant. Après, sur la mobilisation, franchement, je ne vois rien d'impressionnant pour le PPACI de remplir la place du Gaillot. Je vais dire, il y a des partis moins importants qui remplissent la place du Gaillot. Mais voilà, donc je ne suis pas surpris. Je ne suis pas vraiment impressionné. C'est un parti qui a quand même, à son époque, rempli les stades, rempli la place de la République. Donc, avant, c'était l'échauffement pour la place de la République. Donc, je suppose que comme c'est la première édition, c'est l'échauffement pour une place plus grande. Sentiment d'injustice, mais Renaissance, c'est aussi le symbole de ce que nous disons depuis. En fait, ça consacre la division de la gauche. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a Laurent Gbagbo et puis aucun de ses lieutenants de la gauche est apparu. Aujourd'hui, on est clairement dans cette division totale de la gauche avec Laurent Gbagbo qui a sa part de gauche sans doute la plus grande parce qu'il est le président, l'image incarnée de ça. Et donc, basta, fini les relations avec AFI, fini les relations avec le MGC, fini les relations même avec Charles Blé Goudé qui, par politesse, s'est fait représenter au bas niveau. Mais le plus grand raté, c'est le président a parlé de message, mais moi, je ne retiens aucun message, justement, de ces 2 jours de mobilisation. Que vous prenez encore pire le lendemain, le jeudi, on peut penser que c'est la fête, donc se remobiliser, parler de victoire de l'injustice. Oui, le lendemain, pour les jeunes, je n'ai 0 message. 0 message sur les jeunes, à part battez-vous. Battez-vous, j'ai l'impression que c'est un père qui parle à son enfant, pas un leader politique qui parle à des militants. On a 0 projet, 0 programme, 0 vue sur l'avenir, et donc, du point de vue du message, franchement, je n'ai rien compris, rien entendu de ce message. Peut-être que le porte-parole sur le plateau nous dira quel message on doit retenir, à part battez-vous, qui pour moi n'est pas un message politique. On ne sait rien de ce que le PPACI propose. En attendant qu'il se prononce là-dessus, au cours de la cérémonie, il y a Maître Habiba Touré qui a quand même évoqué un certain nombre de propositions, notamment la création de coordination de jeunes dans les municipalités en vue de recueillir. Ça existe déjà. C'est votre point de vue, mais je rappelle juste, moi je reste dans le fait. Ça existe, il y a les CNJCI, il y a les jeunesses communales qui travaillent déjà. Et puis, j'ai entendu que les communes remportées par le PPACI devront recruter des jeunes. Je me demande si on sait un peu le bassin d'emploi que représentent ces communes. Mais bon, c'est pas encore... Vous êtes resté sur votre fin? Du point de vue des messages, totalement. Très bien. Monsieur le ministre Touré Mamadou, oui. Réaction? Écoutez, d'abord sur la forme. Je pense que le PPACI est un parti qui s'organise, qui organise ses activités, qui a son propre agenda. Et donc, je n'ai pas de commentaires à faire donc, sur cette manifestation qui relève donc, des activités du PPACI, sauf à faire remarquer, comme ça a été dit par mes prédécesseurs, que ça s'est passé dans de bonnes conditions. C'est cela. Donc, en toute sécurité. Et je me réjouis que Katina ait félicité donc, les autorités ivoiriennes et les forces de sécurité. C'est aussi l'expression de la démocratie, c'est ce que nous souhaitons, des manifestations organisées donc, en respectant donc, les règles. Et donc sur la forme, vraiment, je n'ai pas de commentaires à faire, surtout que ce sont des activités internes à un parti. C'est cela. Maintenant sur le fond, donc, je pense qu'on en parlera au cours de cette émission, il y a certaines choses qui ont été dites. Quoi par exemple, vous pour lesquelles... à première vue? Je peux rebondir déjà sur ce que Arthur Banga a dit. Et moi, j'ai été, c'est vrai, j'étais loin, mais j'ai été quand même attentif donc, à tout ce qui a été dit. Sur le fond, même sur la Renaissance, mon commentaire personnel, c'est de dire que cette manifestation était beaucoup plus une célébration d'un homme, Laurent Gbagbo. Il s'agissait de la renaissance de Laurent Gbagbo. De mon point de vue, en tenant compte de l'actualité, de l'histoire, la vraie renaissance de la Côte d'Ivoire a commencé le 11 avril. Vous savez très bien que le pays était complètement à genoux. On avait un pays où l'administration qui avait été pillée. Au niveau social, nous avions donc des populations très appauvries, des corps qui jonchaient partout à Abidjan. À partir donc, du 11 avril, nous avons eu ce redressement donc, de notre pays au niveau politique, au niveau social et au niveau économique. Donc, 2 visions s'opposent aujourd'hui. Donc, une renaissance d'un individu. Et nous parlons plutôt d'une renaissance donc, de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens depuis 10 ans qui aujourd'hui se retrouvent à travers l'ensemble des évolutions sur le plan économique, social
et politique. Justin Koné-Katina. OK. Alors, pour être franc, je vous dis les choses. Dites-nous. De façon simple. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ça, vous avez beau faire pour réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir, vous ne pourrez jamais le réveiller. Donc, Banga, je comprends qu'il ne puisse pas du tout avoir vu de mobilisation. Ça, je ne peux pas véritablement. C'est une opinion, c'est son opinion, mais en tout cas, de façon générale, tout le monde a reconnu, sauf M. Banga, que nous n'avons pas eu de mobilisation, c'est pas ça ce qu'il fallait attendre, ainsi de suite. Ça, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Deuxième chose, sur le fond. Alors là, je suis un peu perdu. Tout à l'heure, il disait qu'il n'y a pas de message, mais après, il dit non, que Habiba a dit un certain nombre de choses qui existaient déjà. Donc, il y a eu un message. Non. Donc, il y a eu un message. Alors, tout à l'heure, le ministre, comme nous allons revenir sur les questions de fond, on ne va pas... C'est cela. Le ministre disait que la Côte d'Ivoire est née en 2011. C'est ça le problème du RHDP. C'est quoi le problème? Le problème du RHDP, c'est de penser que la Côte d'Ivoire n'a commencé à exister qu'en 2011, que le 11 avril 2011. Et tant que le RHDP va rester dans cette logique, alors nous ne pourrons pas avancer. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où il faut que nous nous regardions dans le miroir et dire, mais comment nous faisons pour faire avancer le pays? Mais quand quelqu'un s'enorgueillit et même de la prétention, c'est de la prétention, prétend que la Côte d'Ivoire est renée à partir du 11 avril 2011, je trouve que quand même c'est beaucoup. Est-ce que finalement, entre vous les politiques, on va finir par s'entendre? Parce que d'un côté, effectivement, on estime que le 11 avril symbolise l'effondrement du régime du président Laurent Gbagbo. De l'autre côté, on estime que c'est la renaissance, le début de la renaissance de la Côte d'Ivoire. Bien entendu. Je ne remets pas en cause. Précisez votre propos, alors, allez-y. Je n'ai pas compris, allez-y. Précisez votre propos. Non, je ne remets pas en cause la renaissance telle que fêtée par le PPACI. Je constate juste que ça a été la célébration d'un homme. Et il a rappelé lui-même. Cette renaissance a été définie comme étant une renaissance née de la libération de Laurent Gbagbo qui dit avoir été victime d'injustice. Je dis à la célébration d'un homme et à la renaissance d'un homme, moi j'oppose la renaissance d'un pays. Et rappelez que depuis bientôt plus de 10 ans, avec la grave crise que nous avons connue, ce pays renaît, avec tous les indicateurs aujourd'hui qui sont positifs. Maintenant, je ne remets pas en cause que vous puissiez donc célébrer votre leader qui renaît donc depuis 1 an. Ben, je dis, moi, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse le RHDP, c'est la renaissance d'un pays et la renaissance des Ivoiriens, alors que le pays avait été mis à genoux du fait donc de la crise post-électorale. Et bien là, je ne suis pas en train de dire que tel a tort, tel a raison. Il y a eu une crise post-électorale qui a mis le pays à genoux. Et grâce au leadership que nous avons donc du président Alassane Ouattara, ce pays donc en train de renaître depuis 10 ans. Donc vous avez votre renaissance, donc qui est celle de Laurent Gbagbo, et nous avons la renaissance de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Une bonne précision. Oui, allez-y, allez-y. Allez-y. Cette fête, peut-être que vous ne l'avez pas bien comprise, je vais reprendre les termes pour que vous D'accord, donc alors, précisez. Il y a la renaissance du président Laurent Gbagbo, certes, mais il y a la renaissance de notre parti, de notre structure, de notre vie politique, de notre instrument politique. C'est dans ce pays-là qu'on nous disait qu'on allait nous vider de nos substances. C'est bien dans ce pays qu'on nous a dit. C'est dans ce pays-là que des gens ont dit Laurent Gbagbo, c'est fini, le FPI, enfin l'ancien FPI, c'est fini, on va les vider de la substance. Donc, c'est la renaissance ici, il faut comprendre. La renaissance comme étant ici la mise en ordre d'un processus qui était en cours, que malheureusement interrompu de façon assez violente. Et donc aujourd'hui, quand on parle de la Renaissance, le président Laurent Gbagbo incarne une bonne population qui souffrait également de son absence. Donc quand vous faites seulement une Renaissance, vous le renvoyez à la personne, vous ignorez toute cette population qui se reconnaît exactement en lui et qui était aussi totalement dans le silence et qui souffrait et qui renaît aussi. Donc attention, il ne faut pas le ramener seulement à une seule personne. Je rappelle que le professeur Simplice Yodé Dion nous a rejoint. Il est enseignant en philosophie politique, président de l'association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire. Avant de revenir à vous, Arthur Banga, docteur Bangali, quand on entend d'un côté le PPACI qui estime que c'est la renaissance de son appareil politique, la renaissance de son leader naturel, et de l'autre côté le RHDP qui estime effectivement que c'est le début de la renaissance de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu la chute du régime précédent. Non, pas la chute du régime. Le pays a été mis à genoux. Le pays a été mis à genoux, comme vous l'avez développé tout à l'heure. C'est cela. Comment vous réagissez, vous, qui n'êtes pas politique? Disons que les mots sont polysémiques. C'est-à-dire que le même mot peut avoir, en fonction du contexte d'application, plusieurs significations.
C'est connu en français. Donc je pense que c'est tout à fait normal qu'en fonction du camp où on se situe, voilà, l'interprétation du même mot puisse prêter, je veux dire, à plusieurs acceptions, à plusieurs compréhensions. Par contre, ce que moi je veux dire, que j'ai observé qui quand même rassemble les deux camps politiques, c'est le fait d'avoir quand même, ce n'est pas subtil, d'avoir remarqué que le PPACI m'a donné l'impression un peu de copier sur la copie du gouvernement. C'est-à-dire? Parce qu'en 2023, le gouvernement a décidé de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Et il décide aussi, en plus de ça, comme méthode, je vais dire, de collecte des propositions, d'aller d'abord vers les jeunes, et puis à partir de leurs préoccupations, de formuler des réponses. Le PPACI décide, après donc le gouvernement, de dédier la fête de la Renaissance, l'édition 2023, à la jeunesse. Et elle choisit également, parce que j'ai écouté le discours de l'un de ses, je ne sais pas si c'est un vice-président, un secrétaire, M. Stéphane Kipré, qui expliquait qu'ils ont aussi envoyé des missions vers la jeunesse pour aller écouter la jeunesse en 10 jours et ensuite remonter ces informations au comité scientifique qui, quelque part aussi, a pu travailler sur ces sujets avant que le président Laurent Gbagbo ne se prononce. Donc finalement, j'ai l'impression que le PPACI, qui est censé critiquer les méthodes du gouvernement, est dans une sorte de mimétisme. Est-ce que, étant donné qu'un de ses vice-présidents est là, est-ce que c'est du mimétisme ou bien c'est plutôt, derrière cela, il y a une stratégie, le fait de, en même temps que le gouvernement décide de faire de l'année 2023 une année de la jeunesse, le fait également de s'intéresser à cette thématique, est-ce que c'est pour donner une réponse du tic au tac au gouvernement? Est-ce qu'il y a une stratégie politique derrière ou bien c'est simplement du mimétisme? Réaction, Justin Collet. La chronologie des faits est le plus grand témoignage de l'histoire. Docteur, le président de la République a parlé le 31 décembre. C'est cela. Le président Laurent Gbagbo, le 10 décembre à Alzopé, a déjà pris rendez-vous avec la jeunesse. Donc, s'il y a quelqu'un qui copie, si nous devons rester dans la logique de la copie, c'est bien ceux qui en parlaient en dernière position. Ça, ça me paraît très important. Deuxième élément à ajouter, en 2016, le même président, le même gouvernement avait déjà dit qu'il faisait des 5 ans, 2016-2020, l'année de la jeunesse. Le mandat. Le mandat de la jeunesse. Le mandat de la jeunesse. L'action est claire que la jeunesse, la promotion de la jeunesse sera au cœur de mon second mandat. Alors, on se pose la question, de 2016 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a pu se passer et que c'est finalement, lorsque le président Laurent Gbagbo, là je m'en tiens à la logique chronologique des faits, parce que c'est quand je dis, les historiens disent, la chronologie est la plus grande preuve de l'histoire. La chronologie des faits, celui qui a parlé le premier, qui devait parler à la jeunesse, c'est le président Laurent Gbagbo. Et celui qui a parlé en dernière position, et nous ne savons pas pourquoi il en parle, puisqu'il en avait parlé 5 ans avant, c'est le président Ouattara. Donc, puisque vous avez convoqué les historiens, Arthur Banga qui veut intervenir depuis, allez-y Arthur. Je pense qu'il ne faut pas laisser son inconscient dominer son conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Kafana, M. Katina est tellement bloqué qu'il n'entend même pas ce que je dis. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas mobilisé, M. Katina. Mais vous ne revenez pas en arrière, Arthur Banga. Bon, très rapidement, allez-y. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas mobilisé, je dis que je ne suis pas impressionné parce que vous avez déjà fait mieux. Parce que moi, le PPACI... Non, c'est pas ce que vous avez dit. Mais attends, c'est moi qui ai parlé. Non, mais vous avez parlé, j'ai entendu. Vous avez dit ceci, qu'il y a des plus petits, vous savez, s'il vous plaît, qu'il y a des allez-y. plus petits partis politiques qui ont déjà fait la place des choses. Donc, vous avez fait du relativisme. Non. Donc, ne me dites pas que... Non, le relativisme, c'est celui d'être impressionné parce que... Bon, Arthur, visiblement, vous ne vous êtes pas compris. Je répète mon propos, parce que j'étais très clair, en fait, il est bloqué, donc je vais le débloquer. C'est juste que, monsieur, comprenez que je n'ai pas dit que vous n'avez pas mobilisé. Je dis que cette mobilisation, je ne vois pas pourquoi le PPACI va m'impressionner parce qu'ils ont mobilisé à la place Figayo. La deuxième chose que je dis sur les messages, je répète, 0 message. La preuve, si ça pouvait nous répéter ce qui est déjà dit après avoir écouté la jeunesse. Par qui? Mais je dis, Mme Habiba a répété ce qui est déjà fait. Oui. Parler de jeunesse communale alors qu'il y a le CNJCI, il y a la FEMIGECI, il y a tout cela qui travaille. C'est répéter ce qui est dit. Donc pour moi, ce n'est pas un message. Dites-moi quel est le message. À part battez-vous comme un père qui parle à son enfant. Vous avez terminé? Allez-y. Vous n'avez pas de message. Non, vous êtes Arthur, vous avez terminé, on le laisse intervenir. Parce que vous êtes bloqué. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que l'autre ne peut pas réfléchir de la même façon sur la même question. Mais n'importe rien. S'il vous plaît, attention. Attention. Arthur Banga, attention. Si vous avez lu les textes, Arthur Banga, ce n'est pas vous qui posez les questions. Parce que c'est vous qui êtes bloqué. Quand, par exemple, le président Laurent Gbagbo dit dans son discours
que comme nous avons fait avec les femmes un quota des femmes dans les conseils généraux, qu'il faut un quota des jeunes, dites-moi, ce n'est pas un message ça? C'est vous qui l'avez fait? Mais je suis en train de parler. Arthur, s'il vous plaît. Mais vous n'avez pas la. Arthur Banga. La loi qui. Arthur Banga. De qui? Des jeunes? Des femmes? Monsieur Nkoné Kassina, s'il vous plaît. Arthur Banga. Oui, bien sûr, vous allez intervenir tout à l'heure. Arthur Banga. Mais c'est faux. Non, mais c'est pas faux, c'est vous qui avez vous attendez votre temps de parole, on est d'accord? Non, mais vous attendez votre temps de parole. Quand il finit, vous intervenez. Non, mais il ne faut pas l'interrompre. Mais il m'interrompt d'abord. Non, mais pas du tout. Non, je veille à cela, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Il y a des expressions. En débat qu'il faut éviter. On est d'accord, on va rester courtois. Je ne souhaite pas du tout ce genre de mots, vous êtes bloqué. D'accord, très bien. Arthur Banga, attention, laissez-moi vous donner la parole. L'expression française est dangereuse et sachez l'employer. D'accord. Parce que c'est vous qui êtes bloqué. On a bien commencé, on a commencé dans une bonne atmosphère, un débat pour que les Ivoiriens puissent tirer quelque chose de ces échanges d'idées, parce que c'est le fondement de cette émission. Donc on va reprendre la bonne marche comme on l'avait commencé. Et poursuivre. Oui, monsieur le ministre, très rapidement. Alors, je vais essayer quand même de faire quelques précisions. Il a parlé de chronologie. Laurent Gbagbo aurait parlé le 10 décembre, le président Alassane Ouattara aurait fait son discours donc le 31 décembre. Mais si vous prenez le discours du chef de l'État, le 31 décembre 2021, déjà, il avait défini 3 priorités au niveau du gouvernement. La lutte contre la corruption, l'insertion professionnelle donc, des jeunes, la formation professionnelle et technique donc, des jeunes. La thématique de la jeunesse a toujours été au cœur des priorités du gouvernement depuis que le président Ouattara est là. Dédier une année donc, à la jeunesse, ça se fait partout, une année thématique. Il s'agit non seulement donc de continuer ce qui est fait, mais de l'amplifier. Donc cette année, en plus de tout ce qui a été fait ces 10 dernières années donc en faveur des jeunes, il s'agit donc pour le gouvernement de sortir un programme d'amplification de nos efforts en faveur des jeunes. Et j'espère que le troisième sujet à l'ordre du jour, on en parlera évidemment. Alors, là où je rejoins un peu Arthur Banga, en fait, vous faites comme si la Côte d'Ivoire, vous le dites, renaît maintenant, selon vous, comme si la Côte d'Ivoire n'avait pas existé. Monsieur, en Côte d'Ivoire, nous avons les jeunesses communales. En Côte d'Ivoire, nous avons le Conseil national des jeunes. Même si Laurent Gbagbo veut faire des propositions, ces propositions doivent tenir compte de l'existant, qui peut être amélioré. Mais on ne fait pas des propositions comme si ça n'existait pas. Vous parlez de quotas. Est-ce que vous savez qu'en décembre 2022, le gouvernement a adopté une loi en Conseil des ministres qui va passer au Parlement? Cette loi qui garantit la participation des jeunes aux processus de prise de décision et qui garantit la participation des jeunes aux assemblées élues. Donc vous soulevez des préoccupations qui ont été déjà traitées. Donc c'est pour cela que certains observateurs ici estiment que vous êtes dans une logique de copie de ce que le gouvernement fait. Non, alors là, rapidement, bien sûr. Monsieur le ministre, oui, voyez-vous, quand on a décidé de faire la politique, en faisant la politique, faisons en sorte que ceux qui nous regardent aient envie de faire la politique. Je répète que lorsque un président de la République dit pendant 5 ans, je place l'action des jeunes au cœur de mon action gouvernementale, et que 5 ans après, sans avoir expliqué le bilan qui a été fait de ce qu'il avait promis, et qu'ils viennent dire aux mêmes Ivoiriens, aux mêmes jeunes, s'il vous plaît, je fais de l'année 2023 une année. Il me dit c'est thématique. OK, mais chaque thème en politique a une portée. Chaque thème a une portée. Moi qui suis un observateur, je me rends, je dis, attends, qu'est-ce qui se passe pour que subitement, en 2023, l'année 2023 soit déclarée une année des jeunes, là où pratiquement un mandat avait été, parce que c'est vous... Oui, mais je vais vous expliquer très simplement. Vous n'étiez pas vous qui étiez là-bas. Non, je peux... Non, on laisse terminer, puis je vous donne la parole. Pour nous, la question fondamentale est là. C'est pourquoi je dis, ne parlons pas de mimétisme. OK. D'accord. Il y a toujours une idée, et devant une idée, beaucoup, on ne change pas la roue, on améliore la roue. D'accord. Donc ce sont des idées d'amélioration. Non. Il y a des idées qui existent. S'il vous plaît. Et nous constatons qu'il y a énormément de défaillances. Parce que nous nous disons, mais attendez là, regardons la situation de la Côte d'Ivoire. Quel est ce pays
qui subitement dit « je travaille pour les jeunes, je veux travailler pour les jeunes », et puis, ben voilà, Alors, vous allez intervenir tout à l'heure. Vous parlerez. Non, il n'y a aucun problème. Donc, vous trouvez nos jeunes en train de mourir dans la mer. La Côte d'Ivoire, deuxième demandeur d'asile en France, derrière l'Afghanistan. Depuis 2011, tout le monde s'interroge. On arrive, les tendances de suicide sont énormes. Donc forcément, un politique s'interroge, est-ce que finalement, les méthodes que nous sommes en train de faire sont les meilleures? Et c'est en cela où le président Laurent Gbagbo revient et dit, je constate un certain nombre de choses. Ces jeunes, non seulement se sont battus pour moi, ils ont effectivement travaillé pour moi, mais je constate qu'en plus, ils sont encore dans une situation de désolation. Peut-être qu'on a initié beaucoup de trucs, de solutions. Peut-être que ce n'est pas les bonnes solutions. Regardons et interrogeons les jeunes pour savoir ce qu'ils veulent. Bon. Que quelqu'un ait déjà fait ça, ce n'est pas un problème. Interrogeons les jeunes et pour qu'est-ce qu'ils vont faire. Et par rapport à ça, il fait sortir des propositions pour essayer de gérer cette situation. Parce qu'en fait, nous sommes devant une jeunesse qui est dans le désespoir. Et ça, c'est la responsabilité, quelles que soient nos opinions politiques différentes, de trouver la formule pour leur donner l'espoir. Absolument. Allez, réaction du ministre Mamadou. Ce sujet aurait été débattu dans le troisième thème, mais comme il veut qu'on débatte maintenant, il n'y a aucun problème. Alors, ce qu'il dit en substance, c'est que... Oui, allez-y. Si vous avez déjà compris son propos, allez-y. En 2011, lorsque le président Alassane Ouattara arrivait donc à la tête de ce pays, quelle était la situation des jeunes? Vous aviez, entre 2000 et 2010, près de 400 000 jeunes chaque année qui arrivaient sur le marché du travail sans perspective, avec un stock de près de 4 millions de jeunes dont nous avons hérité, du fait de l'échec des politiques que vous avez mis en place. Lorsque le président Ouattara arrive, donc vu l'ampleur, le défi, le premier mandat a été dédié donc à la jeunesse, avec des réformes importantes qui ont été entreprises, des actions importantes qui ont été entreprises, réforme de notre système d'éducation. Vous savez qu'aujourd'hui, près du quart de notre budget elle part dans le secteur éducation. Oh, c'est pas laissez-moi terminer. Je ne vous ai pas interrompu. Est-ce que je parle au bout? Non, bien sûr. Allez-y au bout. Ensuite, notre système de formation professionnelle. Des programmes spéciaux ont été mis en place. Le processus de désarmement donc des ex-combattants, les miliciens que vous avez constitués à l'époque, etc. Vous, les belles, là aussi, c'est vrai, oui. Tout le monde a été donc désarmé. Exactement. Et donc, pendant le premier mandat, oui. L'effet conjugué des réformes au niveau économique, social, avec des programmes spécifiques donc, des jeunes, a permis de créer près de 2 millions d'emplois pour nos jeunes. Vous mentez. Vous mentez et je ne peux pas... Alors, on va faire attention aux propos. Justin Collet Katina... Est-ce que vous m'avez interrompu? Je vous ai pas... Bon, il retire son expression. Mais est-ce qu'on peut le laisser aller au bout et puis je vous redonne la parole? Je reviens sur les chiffres. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est pas juste de dire ça. Je veux garantir le principe selon lequel, quand l'un parle, vous le laissez développer et ensuite, on vous donne la parole pour réagir. Monsieur le ministre Touré Mamadou. On ne peut pas faire une leçon morale à Tupanga. Pour l'expression. On ne peut pas faire une leçon morale à Tupanga. Je demande à Katina d'être serein. Nous sommes dans un débat et on s'écoute. Donc, non, bien sûr, je crois qu'on s'est bien compris. L'état de la jeunesse en 2011 était donc désastreux. Et c'est ce que je vais expliquer. Donc, il y a eu pendant les 5 premières années du président Ouattara, avec l'embellie économique, des emplois qui ont été créés donc, pour les jeunes. Et cette perspective a continué. Que le chef de l'État décide en 2023 de dédier l'année à la jeunesse ne remet pas en cause les avancées que nous avons connues donc, ces dernières années. Mais regardez plutôt les défis qui se posent à nous. Dans un pays de 30 millions d'habitants, vous avez 22 millions qui ont moins de 35 ans. 14 millions de nos jeunes, 14 millions de personnes qui sont donc des populations actives sont essentiellement donc des jeunes. À qui donc il faut donner des cadres donc de formation, à qui il faut trouver donc de l'emploi. Donc en dépit des 2 millions d'emplois qui ont été créés, lorsqu'il y a la perspective de jeunes qui sont encore en attente, nous disons qu'il y a encore des efforts supplémentaires à faire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et d'ailleurs, nous sommes preneurs donc des propositions que vous allez faire. Merci beaucoup. Mais je dis, non, mais écoutez, on n'est pas dans un débat stérile. Nous sommes preneurs de toutes sortes de propositions. Merci beaucoup. Et c'est cette démarche humble du gouvernement qui l'a amené, après l'annonce du chef de l'État, à entreprendre des consultations avec l'ensemble des jeunes, y compris les jeunes du PPACI, qui ont fait des propositions au gouvernement. Le Premier ministre a réuni une quinzaine de ministres. Donc il y a eu un matching entre les propositions des ministères sectoriels et les propositions des jeunes qu'il fallait écouter. Et ce sont ces propositions qui nous ont permis donc de sortir aujourd'hui le programme jeune du gouvernement pour 2023-2025. On en parlera tout à l'heure. Pour vous dire donc simplement, pour me résumer, que 1. Dédier une année
donc thématique, donc jeunes, santé, vise essentiellement donc à mettre en évidence donc la problématique et mener beaucoup d'actions pendant cette année. L'ONU le fait, l'Union africaine le fait, certains États le font. Deuxièmement, sur le fond, ce qu'Arthur dit qui est réel, qu'est-ce que vous avez proposé? Vous proposez la mise en place de commissions jeunes dans les communes. On vous dit qu'il y a la jeunesse communale qui existe. Vous proposez mettre en place des fonds de garantie à travers une banque de l'emploi. D'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'une banque de l'emploi. Vous allez nous l'expliquer. Bien sûr, on Vous voulez mettre en place un fonds de garantie pour aider à financer les projets des jeunes. Ça existe dans ce pays depuis. Nous avons aujourd'hui des fonds de garantie, donc à la BNI, et le gouvernement est en train de mettre en place ce qu'on appelle le GUD, le guichet unique pour les entreprises, avec un fonds de garantie qui permettra donc de financer les jeunes entrepreneurs. Donc, j'espérais que le troisième thème nous permettra d'aller plus en profondeur. On va y revenir de toutes les façons. Proposer de nouveau, mais peut-être parce que c'est maintenant que vous vous réveillez. Mais vous réveillez maintenant, mais malheureusement, l'accord doit exister depuis 10 ans. Alors, il y a d'importants vous avez terminé? Merci beaucoup. Alors, rapidement, oui, allez-y. Je reprends pour corriger un certain nombre de choses. Oui, allez-y. Des choses qui ne sont pas totalement juste, bien dites. Il faut laisser un peu dans les choses. La première des choses, l'écart affecté à l'éducation du budget, ça date depuis Oufoué. Donc, je confirme le nouveau là-dessus. Ça a toujours été le budget le plus élevé. Donc, on n'avait rien fait de nouveau là-dessus. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les commissions dont vous parlez, commissions rurales, comment on appelle, des jeunes et autres, ça a toujours existé dans les communes. Oui, mais c'est ce qu'on vous dit. Non, j'arrive, s'il te plaît. Donc, vous n'avez rien créé à ce niveau-là non plus. Ce que vous nous dites qu'on copie, c'est que vous n'avez rien créé à ce niveau. Ce que vous avez dit, et que je voulais revenir là-dessus, c'est le taux d'emploi. Non, quand nous sommes devant la télévision des Ivoiriens, et quelqu'un qui souffre, il ne faut pas dire des chiffres qui ne sont pas justes. Je prends vos propres chiffres à vous. Les chiffres du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Nous sommes, et confirmé par la Banque mondiale, nous sommes à 91% de personnes qui travaillent dans le secteur informel. Non, s'il vous plaît, on ne va pas l'interrompre. Allez-y au bout. Dans le secteur informel. Et ça, ce taux, pour vous dire que vous n'avez rien fait de plus, c'est pratiquement ce taux que la Côte d'Ivoire, c'est plutôt la fourchette, et vous avez même creusé. Parce que dans les années 90, même jusqu'en 2011, jusqu'en 2001-2002, le taux du secteur informel en Côte d'Ivoire c'est autour de 60-65%. Non, 60-65%. Vous allez réagir, oui. Vous êtes à 90% du taux du secteur informel. C'est-à-dire que quoi? Que vous êtes dans une situation, vous créez une situation de misère et qui fait que les gens vivent ils font de l'économie de survie. Et c'est ça, vous les appelez. Allez, je ne peux pas le laisser dire. Mais vous allez réagir, monsieur le ministre. Vous allez réagir. Vos chiffres, non, s'il vous plaît. La lecture que vous faites de ces chiffres à vous, ce n'est pas les miens. Alors, monsieur Katina, lorsque vous dites... Ce n'est pas les miens, c'est vos chiffres à vous. Mais je vous réponds. D'accord. D'accord. Réagissez aux chiffres. Si vous estimez qu'ils ne sont pas bons. On parle de 2 millions d'emplois créés. Oui. Ces emplois donc sont partagés aussi bien au niveau du secteur formel que du secteur informel. Ah non. Alors, lorsque vous dites... Non, mais écoutez, laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Messieurs, tous les deux... Allez-y. Arthur, vous allez intervenir. Soyez patient, s'il vous plaît. Lorsque vous dites qu'il y a 91% de travailleurs au niveau d'un secteur informel, donc vous reconnaissez qu'il y a des travailleurs, même s'ils sont dans le secteur. Non, monsieur, nous je vous rappelle pas les travailleurs. Attendez. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne veux pas plus des D'accord, on les laisse terminer, on vous donne la parole pour expliquer. Allez-y, Touré Mamadou. Je vais vous expliquer pourquoi. Je veux que Katina me laisse m'exprimer. Bien sûr, allez-y. Vous avez la parole là maintenant, allez-y. Vous avez 91% de travailleurs. Alors, je veux rappeler que le chiffre était de 93% et que nous avons baissé le taux de travailleurs au niveau du secteur informel pour quitter 93% à 91%. Maintenant, pour nous, ça reste un défi. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place un mécanisme de formalisation de toutes ces entités qui sont dans le secteur informel. Quand vous dites que toutes les entités jeunes existaient, M. Katina, le Conseil national des jeunes n'existait pas sous Laurent Gbagbo, n'existait pas sous le PDC. Non, mais écoutez, laissez-moi parler. Ce ne sont que des noms que vous avez employés. Non, mais je ne sais pas des noms. Aujourd'hui, nous avons... Permettez qu'il termine avant de réagir, s'il vous plaît, pour ne pas l'interrompre. Nous avons un Conseil national de jeunes qui existe depuis que le président Ouattara est là, avec un président qui s'appelle Diabaté. Nous avons des conseils départementaux de jeunes qui existent. Et si vous faites le tour de vos différentes régions, vous verrez. Nous avons une jeunesse communale. Et je peux vous dire même que lorsque nous avons hérité de la jeunesse communale, c'était une structure à 3 têtes. Aujourd'hui, un processus démocratique a été initié au sein de toutes les organisations de jeunesse qui sont moins politisées aujourd'hui. Nous avons une jeunesse communale qui fonctionne. Donc si vous faites des propositions, ces propositions doivent apporter une plus-value. Mais si c'est pour venir dire des choses qui existent, c'est pour ça que vous êtes interpellé sur ce que vous faites.
Voilà. D'accord, termine. Alors, messieurs, je vais vous donner la parole tout de suite. Je vais faire la précision suivante. Après ce tour entre vous deux, finalement, si on continue là-dessus, on va terminer l'émission. Vous donnez la parole à tous les deux, alors qu'on a d'autres intervenants qui sont là. Réagissez sur les chiffres. Vous voulez réagir tout à l'heure? Voyez-vous, tout à l'heure, nous allons revenir sur les chiffres pour que vous compreniez pourquoi, en tant que financier, je ne peux pas accepter. Quand vous dites ces choses, j'ai un peu froid dans le dos. Quand on me dit non, nous sommes à 91% de ça veut dire que les gens travaillent. Non. Vous savez, une économie, c'est une articulation parfaite. Non, ne prenez pas de rapport. S'il vous plaît, non, j'en arrive. Je vous explique pourquoi je dis on ne peut pas, ce n'est pas juste de dire que quelqu'un qui sort de sa maîtrise et que, bon, parce qu'il n'a pas de vision, il va prendre un portable, s'asseoir devant un truc et il fait des appels, on appelle le lendemain, on dit non, j'ai créé de l'emploi. Mais quand vous dites que vous avez créé de l'emploi pour celui-là, moi, en tant que financier, qu'est-ce que je regarde? Je dis, mais quel est l'impact de cet emploi-là sur l'économie de façon globale? Quel est l'impact de cet emploi sur l'économie? Rien du tout. C'est pourquoi je vous dis que tant que nous allons rester dans vos calculs, vos estimations, rien du tout. Non, mais parce que je t'explique. Non, laisse-moi aller jusqu'au bout. Rien du tout. Pourquoi? Parce que voici quelqu'un qui ne participe nullement du tout. Vous pouvez pas le prélever d'impôt. Vous ne pouvez pas prélever d'impôt. C'est pourquoi vous avez la pression fiscale la plus faible d'Afrique. Vous avez le taux d'impôt le plus faible d'Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que justement, vous avez créé cette bulle de choses autour du thème, bon, on a payé thème employé, et ainsi de suite, et il n'y a aucun impact. C'est pourquoi les choses avant... Allez, je vais dire aux financiers du PPACI qui manifestement est de mauvaise foi que le taux d'informalité de l'emploi n'est pas une situation spécifique à la Côte d'Ivoire. C'est la plupart des pays africains. Quand vous regardez les indicateurs aujourd'hui, la plupart des pays africains ont un taux d'informalité de l'emploi. Vous faites quoi alors? Qui aussi, mais je vais vous dire ce qu'on fait. Je vais dire ce qu'on fait. Qui est aussi entre 70 et 90%. Oui, mais vous faites quoi ici alors? En quoi vous avez changé alors? Oui, mais je vais vous dire. Je vous ai dit que lorsque vous étiez aux affaires, nous étions à plus de 93%. Jamais. Mais si. Jamais. Moi, je peux vous donner les chiffres. Jamais. Nous étions à plus de 93%. Pas du tout. Et donc, aujourd'hui... Visiblement, vous n'allez pas vous entendre sur cette question. Non, mais je termine. Aujourd'hui, non seulement ce taux a été ramené à 91%, mais nous estimons qu'il est élevé. C'est pour ça que le gouvernement, quand vous demandez qu'est-ce qu'on fait, le gouvernement a pris des initiatives. D'abord, nous avons décidé de formaliser, de lancer une politique de formalisation des entreprises informelles. C'est quoi ça? Nous avons créé... Ça veut dire quoi? C'est les gros chiffres. C'est pas des chiffres. Ça veut dire quoi? Juste un collègue Katina, il faut le laisser terminer, s'il vous plaît. Par exemple, une entreprise qui est dans l'informel. Oui. Et très souvent, des entreprises qui vont dans le secteur informel, c'est parce que ces entreprises fuient la taxation, les taxes, etc. Nous avons créé le statut de l'entrepreneur avec une taxation unique de 2,5%, justement pour encourager toutes ces entreprises-là à se formaliser. Non, alors... mais si, je vous le dis. Non, mais si. C'est une mauvaise approche. Je vais vous expliquer. Bon, alors, monsieur... Parce que déjà, ça a été fait. Quand on parlait de taux d'imposition... Ça a été fait par qui? Rassurez-vous, s'il vous plaît. Ça a été fait par déjà, en 90, Henri Konan-Bédié, on a créé le système de taxation des petites et moyennes entreprises. Donc, vous n'avez rien créé à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, alors, monsieur, je vous parle des choses qui sont réelles. D'accord. Vous n'avez rien créé à ce niveau. Non, vous faites du coq à l'âne. Vous faites du coq à l'âne. Je suis en train de vous expliquer. Monsieur, vous n'allez pas parler ensemble tous les deux, s'il vous plaît. Justin Koné-Kassinan, s'il vous plaît. La taxe. Alors, Laurent Gbagbo a également indiqué qu'il a été acquitté à la CPI, donc on doit rechercher le coupable ailleurs. Que vous inspire cette déclaration de Laurent Gbagbo, docteur Bangali? Alors, il y a deux commentaires qu'on peut faire par rapport à sa déclaration. Le premier commentaire, c'est que finalement, le contentieux dans lequel il a été happé est un contentieux qui a aussi une dimension internationale parce que il a considéré qu'on l'a pris, qu'on l'a envoyé en prison à l'international et qu'il est revenu. Il était de son devoir de demander à ce qu'il y ait une suite. Et donc, je suppose que son appel s'adresse au procureur de la Cour pénale internationale, parce qu'on sait que celui qui détient les mandats d'arrêt sous scellé, ce n'est pas forcément le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc on considère que ce message-là s'adresse avant tout au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Alors, le deuxième destinataire, bien sûr, de ce message, c'est aussi le gouvernement de Côte d'Ivoire, parce que au niveau de la Côte d'Ivoire, on considère que la page a été tournée, donc quand il revient, c'est pour porter un message de réconciliation. Et donc la réconciliation dans le sens que chacune des parties décide de faire table rase
du contentieux électoral et de la violence qui a suivi aujourd'hui, qui, avec le retour, son intégration au jeu politique, devrait aussi prendre en compte le principe pour tous les acteurs de tourner la page et passer à autre chose. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo donne l'impression, en tout cas, que sa compréhension de la réconciliation ne renvoie pas forcément à l'idée de fête à brase, mais à construire le pardon sur la manifestation de la vérité. Et je pense que cette acception, cette approche, cette définition de la réconciliation peut déranger un peu dans l'autre camp, parce qu'évidemment, si on doit rechercher l'autre moitié de la vérité qui peut être une vérité dérangeante, eh bien, ce que cela va bousculer, c'est forcément le camp adverse. Donc, il y a vraiment voilà, deux dimensions de son message. Un aspect adressé à l'international, c'est-à-dire au bureau de la Cour pénale internationale, et puis un aspect aussi adressé au gouvernement du Côte d'Ivoire. Professeur Dion? Ah oui, mais je partage l'avis de Docteur Bangali? Le docteur Bangali. C'est juste une quête de justice et de vérité. Il estime qu'on l'a accusé d'un certain nombre de choses et que pour cela, on l'a conduit loin de son pays, en prison pendant une dizaine d'années. Quand il revient et qu'il est acquitté, il se dit qu'il y a un coupable. Si ce n'est pas lui, qui est-ce? C'est juste comme ça qu'il pose le problème. Mais évidemment, ça donne toutes les implications que Bangali est en train de dégager ici, parce que il ne remet pas en cause, mais il remet sur la table tout ce que nous, après lui ici, avons considéré comme des choses qu'on a dépassées. Donc ça fait que c'est un peu embêtant, mais c'est ça aussi le problème avec la vérité et la justice, ça embête toujours. Docteur Arthur Banga? Avant de revenir sur la question, j'aimerais quand même revenir un peu sur le débat qu'on a eu tout à l'heure. Du point de vue des chiffres, brièvement, brièvement, on a toujours oscillé au-dessus des 90% du secteur informel. D'ailleurs, les taux de chômage, je me rappelle, Mamadou, on t'a assez taquiné peut-être 2% de taux de chômage, mais ces 2% de taux de chômage, par exemple, en 91, avec les mêmes types de calculs, donnaient 9% de taux de chômage. Parce que, effectivement, pour ceux qui font les calculs, celui qui sort de chez lui, qui, même l'apprenti Baka, n'est pas considéré comme chômeur, peut-être en situation de sous-emploi. Et donc là-dedans, on regarde. Mais en Côte d'Ivoire, le taux de 91 est l'un des taux les plus bas de l'histoire de la Côte d'Ivoire en termes de secteur informel. Maintenant, venir dire que le secteur informel n'apporte rien à l'économie, c'est faux. Au contraire, c'est pas parce qu'il n'apporte peut-être pas quelque chose aux impôts en termes de recettes fiscales, mais la TVA, des choses comme ça, se perçoivent dans les activités qui sont faites. C'est pas parce que on peut mieux prendre du secteur informel, mais dire qu'il n'apporte rien de façon péremptoire, ce n'est pas juste. Pour revenir maintenant à la question de la quête de justice et de vérité de Laurent Gbagbo, c'est ce que nous appelons en histoire la construction des mémoires. Et dans un conflit, chaque partie de ce conflit a sa vision. C'est ce qu'on disait en début d'émission. Voilà. Et donc, Laurent Gbagbo est en train de construire ce qui sera la mémoire, ce qui est déjà... Et en fait, il a redit officiellement ce qui est déjà dit, ce qui s'est dit en dessous depuis. Il est en train de construire la mémoire, qui sera un peu la mémoire de ses partisans autour de ça. Néanmoins, ça pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on a épuisé la question de la justice et de la vérité autour de notre crise? Si ce n'est pas le cas, il faut trouver le cadre de rouvrir et de se poser cette question-là une bonne fois pour toutes, même si je suis sûr qu'elle ne sera jamais posée une bonne fois pour toutes, parce qu'à chaque fois, chacune des mémoires, comme on dit, des partisans de ce conflit, va soulever en fonction de sa perception, en fonction de sa mémoire de ce conflit-là. D'accord. Jean-Yves Vessis? Merci infiniment. Il était temps. Je vous en prie. Nous commencions à nous tourner les pouces. J'ai assisté au pugilat qu'il y a eu entre... Le mot est fort. C'était exactement ça, puisque... Un débat d'idées, disons ça. Ne s'étaient pas parlé. Alors, je constate que ça a juste été un problème de sémantique, une incompréhension sur les termes. J'ai parlé dans mon intervention d'impressionné, ça a été relevé par M. Banga, et M. Kantina a parlé de renaissance. Pourquoi j'ai parlé d'impressionné? Nous avons un parti qui était en déliquescence. On a parlé de retirer l'enveloppe à telle ou telle personne. On ne voyait pas le PPACI. Et en moins de 2 ans, ils ont pu nous
sortir d'abord un travail de terrain. Moi, je suis PDCI, mais je suis objectif, qui a abouti à ce qu'on a vu vendredi et samedi à la place Figayo, qui était bondé de monde. Donc, personnellement, en tant que militant du PDCI, j'ai été impressionné par la rapidité avec laquelle ils sont revenus sur la scène politique. Ça, c'était pour la sémantique, le problème impressionné. On a parlé de renaissance. Mais justement, pour cette incompréhension des mots, on est tombé sur le troisième sujet qui est la jeunesse. Parce que c'est un sujet vaste. On a énormément de choses à dire dessus. Mais on constate que le premier sujet, on a parlé essentiellement de la jeunesse parce qu'on n'a pas compris le mot renaissance. Mais le PPACI parle de la renaissance de son parti, déjà, au départ. Il l'a précisé. Exactement. Parce que c'était un parti qui était arrivé avec une arrivée, à mon sens, ratée du président. Ils ont pu se reconstruire sans bruit. Et on assiste à ce qu'on voit actuellement. Donc c'est une renaissance. Maintenant, à l'intérieur de ça, puisqu'on parlait de la forme, on est arrivé sur le fond. À l'intérieur de ça, des propositions ont été faites. Mais toutes les propositions qui sont faites sont forcément des propositions qui peut-être existe déjà dans d'autres partis. Il faudrait constater quand même que nous sommes en Côte d'Ivoire, on a 77% de jeunes en Côte d'Ivoire. Un parti politique qui ne se concentre pas sur la jeunesse, c'est qu'il n'a rien compris. On parlait tout à l'heure de mimétisme, mais moi je reviendrai au PDCI. Si on veut faire la chronologie, mais c'est le PDCI qui a parlé depuis 2020-2021, on a fait des assises de la jeunesse, on a fait des séminaires éclatés où on a consulter toutes les bases de la jeunesse de Côte d'Ivoire et à travers ça, nous avons réagi en restructurant le parti. Alors, est-ce qu'on doit se targuer d'avoir parlé des jeunes le plus tôt? Moi, je dirais non. Nous, on travaille. On travaille. Très bien. Donc, je souhaiterais quand même qu'à ce niveau-là, on puisse rester dans l'ordre du jour, on va dire, hein, puisque c'est le cas. Pour revenir sur, et ça ce sera rapide, hein, pour revenir sur ce que disait le président Gbagbo, effectivement, quand on a passé 10 ans en prison pour quelque chose qu'on a, entre guillemets, pas fait, puisqu'on est sorti libre. Mais à un moment, quand on constate qu'effectivement, il y a eu des morts, on se demande qui est responsable. Donc c'est une question. Qui est coupable? Oui, effectivement. Qui est coupable? Donc, finalement, c'est une question légitime. La réconciliation ne pourra jamais se faire sans vérité. Ça fait mal, mais il faut qu'on se dise la vérité. Très bien. Monsieur le ministre Raymond Madou, comment vous réagissez sur cette question? Non, écoutez, moi, je n'ai pas de commentaire particulier, sauf à dire que la nécessité de justice en rapport à la réconciliation est une position que nous partageons. D'ailleurs, Katina est là. Lorsqu'on a eu le dialogue politique, qui a demandé qu'on maintienne la nécessité de justice, surtout pour les victimes, c'est nous. Le PPACI n'était pas pour, ils sont là. Ils avaient souhaité qu'on fasse abstraction donc, de toutes les procédures judiciaires, etc. On a dû leur rappeler que l'appareil judiciaire est totalement indépendant et que c'est vrai que le chef de l'État peut prendre des actes, notamment grâce à amnistie, etc., mais qu'il fallait laisser la justice faire son travail. Et donc je me réjouis aujourd'hui que Laurent Gbagbo nous rejoigne sur la nécessité donc d'une justice qui accompagne donc la réconciliation nationale. Et puis rappeler, sans ouvrir la boîte à Pandore, hein, sans vouloir polémiquer, que Laurent Gbagbo a été libéré à la CPI sur la base de 5 incidents qui ont été très bien précisés. Le marché Chakakone d'Abobo, Yopougon, la marche sur la RTI, les femmes qui ont été tuées à Bobo. C'est sur la base de ces 5 incidents que le procureur a estimé, enfin, 3 des juges ont estimé, des 5 juges, que le procureur n'avait pas réussi à prouver la responsabilité de Laurent Gbagbo donc, par rapport donc, à ces faits-là. Mais prenez la déclaration du procureur après cette décision, qui était de dire que sur ces 5 incidents, décision de justice a été rendue, donc on ne peut plus revenir là-dessus. Mais il y a d'autres incidents. Il y a eu près d'un millier d'incidents en Côte d'Ivoire pour lesquels la CPI ne s'est pas prononcée. Donc Laurent Gbagbo nous demande aujourd'hui, il demande à tout le monde, que pour l'ensemble des incidents, la justice fasse son travail. Donc on entend. Mais j'espère simplement qu'ils ne seront pas encore les premiers à crier au loup quand la justice en toute indépendance voudra faire son travail. Alors, réaction, Justin Boulet-Catinant. Quand nous voulons restituer les propos d'une réunion, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons jamais dit ce que nous n'avons jamais dit ça. Et ça, excuse-moi, monsieur le ministre, il faut faire ces champs de propos-là, connaissant notre parti, nous n'avons jamais dit ça. Nous avons dit, et nous allons le reprendre rapidement, c'est que nous avons au dialogue politique.
nous avons soulevé un certain nombre de faits. Premièrement, conformément à la loi de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être jugé par un tribunal de droit commun. Violation de ses droits. Deuxièmement, alors qu'il est à la CPI, des juges ont trouvé l'occasion, sans même lui adresser une convocation, violation de son droit élémentaire, pour qu'il réponde devant le tribunal. En matière pénale, c'est l'accusé qui se présente devant le juge. On n'y a même pas envoyé de convocation. Non, s'il te plaît, monsieur. Non, j'en arrive sur... S'il vous plaît. Nous avons levé un certain nombre de faits. Et nous sommes arrivés à la conclusion. Et même mieux, nous avons pris une ordonnance dans laquelle on dit tout le monde est amnistié, ce qui est unique dans le monde, sauf les faits, sauf ceux qui étaient en justice devant les tribunaux internationaux. Nous avons jugé, nous, en interne, que cela voudra dire quoi? Que c'était une situation circonstancielle liée à un État. Il était en procès. À partir du moment où le procès est fini, donc logiquement, il devait rentrer automatiquement sous le couvert de l'amnistie. C'est ce que nous avons dit. Et au bout de tout ça, ce que nous avons arrêté comme élément, on a dit, compte tenu de toutes ces injustices-là, et que conformément au droit positif ivoirien, la seule solution qui reste pour réparer une telle injustice, c'est la loi d'amnistie. Allez, je peux vous dire... Le raisonnement que nous avons mené pour que nous en arrivions à là. Mais jamais nous n'avons dit que il faut laisser table rase sur les choses. Allez, d'accord. Il semble ne pas être d'accord, on les laisse réagir. Mais s'ils reviennent sur leur position, tant mieux. Parce que c'était choquant. Il sait qu'on a eu des débats très animés. Ils n'ont pas posé que le cas de Laurent Gbagbo au dialogue politique. Ils ont posé aussi le cas des militaires qui sont en prison et d'un certain nombre de personnes. Oui. Ce qu'ils ont demandé, c'est l'arrêt de toutes les procédures. C'est ce qu'ils ont demandé. Ce n'était pas le cas de Laurent Gbagbo. Mais là, s'il revient, s'il ravale aujourd'hui ce qu'ils ont dit et qu'il estime aujourd'hui, moi, je ne vais pas polémiquer pour polémiquer, mais si on est tous d'accord qu'une réconciliation ne peut pas aller sans justice et qu'il faut surtout regarder les victimes, d'où qu'elles viennent, etc., on est d'accord. Maintenant, ce que je dis simplement, c'est que il ne faut pas avoir une approche à double vitesse. Et quand vous demandez que la vérité soit connue, alors qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, notamment le général Dogo Blé, jugé, condamné pour avoir tué le colonel Dosso, pour avoir tué Yves Lamblin, etc. Et que vous continuez à demander leur libération. Et que Laurent Gbagbo vient dire que lui, Laurent Gbagbo, il était le donneur d'ordre. Il ne peut pas avoir été libéré à la CPI. Et ceux à qui il a donné l'ordre en Côte d'Ivoire sont en prison. Alors qu'à la CPI, justement, il tendait à démontrer que lui, Laurent Gbagbo, n'avait rien à voir avec ceux qui ont commis l'ordre, les crimes. Et sur cette base, il a été libéré. Je dis simplement, je ne veux pas polémiquer. Ne jouons pas avec les actions juridiques. On ne joue pas avec monsieur le ministre, vous êtes ministre de la République, il y a des expressions qu'il faut faire attention avec. On est d'accord, donc aujourd'hui, devant tous les Ivoiriens, on se rejoint aujourd'hui devant tous les Ivoiriens pour dire... Mais quand vous parlez ensemble, personne ne vous suit, en fait. Moi, je vais quand même être positif. On se met d'accord aujourd'hui devant tous les Ivoiriens pour dire qu'un processus de réconciliation nationale ne doit pas être incompatible avec un processus judiciaire qui doit permettre donc de dire la vérité sur ce qui s'est passé. Ce n'était pas votre point de vue au dialogue politique. Non, monsieur. Vous avez prôné l'impunité. Vous avez terminé, monsieur le ministre. D'accord. Monsieur le ministre. Très rapidement, et puis on passe à la courte pause. Quand on est, je vous propose. Ce niveau de responsabilité que les vôtres, l'expression, tous les mots ont un sens. Quelle est l'expression qui vous gêne? Le qui est dit en prison, on n'a pas besoin de processus, d'arrêter un processus, puisque le processus est venu pour lui. Donc quand on dit qu'il va arrêter un processus, c'est quel processus on va arrêter pour de Boblé? Tout ce que le président a dit, et en emboîtant, c'est que le discours ambiant la situation. Dire que, écoutez, nous sommes en République, la Côte d'Ivoire veut aller à la réconciliation, au dialogue politique, nous avons soulevé un certain nombre de questions. Allez-y au bout, Laurent Gbagbo a dit quoi? Non, j'en arrive. On le laisse terminer, monsieur le ministre. Il ne faut pas interrompre. On le laisse terminer, s'il vous plaît. Il y a la réconciliation. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Laurent Gbagbo dit ceci. Oui, allez-y. Vous m'avez pris pour m'envoyer à la République, pas pour mes faits, mais pour ma responsabilité pour faits d'autrui, parce que j'étais le chef suprême des armées. Et donc, c'est parce que j'étais donneur d'ordre. Si donc, en tant que moi, le donneur d'ordre, c'est une situation générique qu'il pose. Si moi donc, en tant que le donneur d'ordre, au bout de compte, on me dit que je n'ai pas donné d'ordre illégal, ça voudra dire que quoi? Ceux qui ont exécuté ces ordres-là
ne peuvent pas être poursuivis. C'est la logique de la chose. Ali. Vous avez soulevé le problème de Dogboblé. Mais Dogboblé n'est pas le seul en prison. Vous avez dit, lui, on dit qu'il a été jugé parce qu'il a tué telle personne, telle autre personne, telle autre personne. Moi, quand la justice dit, bon, on prend comme les choses, on les prend comme telles. Donc, pour Dogboblé, le président a toujours dit que dans ce processus-là où nous en sommes là, où chacun a tué, chacun a eu beaucoup de choses, chacun a commis des meurtres, et énormément, et parfois de votre côté plus graves que les nôtres, il est temps que nous puissions nous arrêter. Et puis nous regardons, surtout qu'aujourd'hui, nous avons quand même une donnée scientifique objective, c'est que le donneur d'ordre qui a été disculpé. Donc nous souhaitons qu'on mette fin à cela. Donc voilà le problème. D'accord, deux mots rapidement. Le problème qui se pose au PPACI, à Laurent Gbagbo, à ses collaborateurs, au PPACI, c'est une question de cohérence et de crédibilité. Ah oui? En même temps qu'il est en train de nous dire qu'il faut une justice qui donc fasse la lumière sur tout ce qui s'est passé et qu'on détermine qui sont les coupables. En même temps, il nous dit que Laurent Gbagbo demande qu'à un moment donné, on s'arrête. Parce que tout le monde... Non, mais c'est ce que vous venez de dire. J'ai dit votre discours à vous. Non, attendez. Je réponds vous, votre discours du gouvernement. On le laisse aller au bout de son raisonnement. Je vais terminer. Il ne faut pas couper les choses. J'ai dit votre discours à vous. Alors, vous aurez le temps de rectifier. Si vous estimez que ce n'est pas correct, ce n'est pas cohérent. Donc, je dis, il y a une question de cohérence et de crédibilité. Ah, mais la crédibilité, c'est vous qui l'avez pas. Non, mais oui, on en parlera. S'il vous plaît, attendez votre tour de parole, Justin Koné-Katinan. Je me réjouis rapidement que le PPACI, qui a prôné l'impunité totale dans ce pays, et qu'il a réaffirmé au cours du dialogue politique, viennent aujourd'hui dire que la justice est importante dans le processus de résolution nationale. Oui. On en prend acte. Oui. D'accord, monsieur. Je réponds tout de suite, rapidement. Oui, en une minute. Une minute. Voyez-vous le problème de crédibilité, vous qui ne l'avez pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi nous en sommes arrivés au dialogue, y compris les PDC avaient posé ce problème. Pourquoi? C'est votre incapacité. Je vais réagir. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est votre incapacité de la justice de donner, parce que jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens se posent la même question. Comment se fait-il que dans une crise aussi ouverte, où il y a eu des gens qui se sont tirés là-dessus, il n'y a qu'un seul camp qui est poursuivi. Et ça, tous les acteurs politiques au dialogue ont soulevé ce problème. Alors, je vais vous dire que c'est faux. Mais c'est vrai, en fait. Mais c'est faux. Cas, je veux dire, nous l'avons dit, le PDCI l'a relevé, tous les partis politiques, sauf les RHDP, évidemment, eux n'ont pas intérêt qu'à ce que cela soit dit. On est quand même surpris que le président même est allé plus loin, il a dit qu'il y a plus de 3 000 morts. Il y a eu plus de 3 000 morts, depuis 2002 jusqu'à là. Mais on est surpris. Et c'est parce que, et ça aussi, c'est ça qui fait mal aux Ivoiriens. Comment se fait-il que dans une telle situation, c'est un seul camp qui est poursuivi? Alors, réaction. Ce qu'il dit est faux. Allez-y. Amédée Oremi, qui a été tué pour le massacre à Diokwe, n'est pas du PPACI. Vous amusez les Ivoiriens. Vous avez posé un problème. Il y a eu une commission d'enquête spéciale qui a été mise en place. Par qui? Par le gouvernement, s'il vous plaît. Je sais compter sur votre discipline. Il y a eu une commission d'enquête spéciale qui a été mise en place par le gouvernement ivoirien. Et cette commission d'enquête spéciale a enquêté. Oui. Les rapports ont été rendus publics. Oui. Des personnes ont été auditionnées. Oui. Certaines personnes ont été poursuivies. Oui. Et l'une des personnes dont la responsabilité... Juste Koné-Katinan, s'il vous plaît. On va revenir ici, il n'y a pas de problème. Attendez. L'une des personnes dont la responsabilité a été clairement établie dans le massacre de Diokwe a été arrêtée, jugée, condamnée à vie. Donc venez dire qu'il y a un acharnement. Mais j'ai dit son nom tout à l'heure. Non, dites-le, s'il vous plaît. Alors, venez dire... S'il vous plaît, monsieur. Venez dire qu'il y a un acharnement contre vous, c'est pas vrai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La réalité, et je dis, on est tous d'accord aujourd'hui, Katina, on est tous d'accord aujourd'hui, que la réconciliation nationale ne peut pas faire l'impasse donc de la justice. Et ça, c'est bon pour les victimes. Parce que nous sommes en train de faire nos débats politiques, de quelque camp qu'ils soient. Très peu de temps, en très peu de temps, les victimes ont eu la possibilité donc, de s'exprimer, de se faire entendre. Et donc, prendre en compte la dimension des victimes dans tout ce que nous avons fait, elle est importante. Et cette position a été affirmée par nous au cours du dialogue politique, là où vous avez demandé une impunité totale pour tout le monde. Alors, monsieur Justin Koné-Katinan, je vais réagir. Mais vous ne me laissez même pas en placer une. Vous ne me laissez même pas en placer une. Justin Koné-Katinan, non, vous allez réagir. Vous allez réagir aussi, ce sera juste après cette courte pause. Retour sur le plateau de NCI 360 et dans la deuxième partie de cette émission, on est bien obligé d'avancer, messieurs.
Nous allons parler évidemment du PDCI-RDA. Vous le savez, Henri Konan Bédié garde la main à la tête de la formation politique qu'il dirige. Candidat unique, le président du PDCI-RDA a été plébiscité sans surprise à la tête du parti. C'était à l'occasion du 7e congrès extraordinaire du parti qui s'est tenu jeudi à son siège à Cocody. Henri Konan Bédié a appelé ses militants à la cohésion pour relever les défis dans les prochaines élections locales avant la présidentielle de 2025. Le point avec Salif Yalekwe et Mathurin Badé, on en parle juste après. Le 7e congrès extraordinaire du PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, endosse la candidature unique du président Henri Konan Bédié pour la présidence du parti, en prélude du 13e congrès qui doit se tenir en juin prochain. Telle est l'une des principales résolutions de ce grand rassemblement qui s'est tenu jeudi au siège du dit parti ici à Cocody. Dans la ferveur générale, le 7e congrès extraordinaire a endossé la motion du bureau politique du 29 septembre 2022, entérinant l'ensemble des motions exprimées lors du séminaire éclaté et des missions d'information, d'évaluation et d'écoute des délégations départementales et communales, faisant du président Henri Konan Bédié le candidat unique à la présidence du PDCI-RDA au 13e congrès ordinaire du parti. Le PDCI-RDA doit s'engager plus fortement dans le combat démocratique pour des élections locales justes et transparentes afin d'aborder le grand tournant de l'élection présidentielle de 2025. Pour gagner ces batailles prochaines, nous avons impérativement besoin d'union et de cohésion en notre sein. Ainsi, toutes les compétences seront utilisées pour la bonne marche de notre parti. Un discours de mobilisation apprécié par les membres de ce parti politique. Il était important pour le président de remobiliser ces troupes que nous sommes et je pense que l'objectif est atteint et je pars regaillardi. Le PDCI est resté longtemps dans l'opposition, ça fera 25 ans pratiquement en 2025. Il était temps que nous nous mobilisions pour pouvoir essayer de changer notre avenir. Des délégations du parti au pouvoir et des partis d'opposition ont pris part à l'ouverture des travaux. Rendez-vous est donc pris en juin 2023, une autre phase déterminante pour le parti politique, portée sur les fonds baptismoniaux par le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Docteur Bangalingoran, Henri Konan Bédié garde la main sans surprise. Oui, il fallait s'y attendre parce que de façon claire, de tous les modèles de gestion du pouvoir dans des collectivités, le modèle que le PDCI a choisi, c'est le modèle gérontocratique. Donc le modèle gérontocratique, c'est celui qui consiste à confier le pouvoir dans la collectivité au corps des anciens. On estime que ce sont des gens qui ont fait du chemin dans le corps social, donc qui ont accumulé un certain nombre d'années d'expérience et qui sont préférés. Donc c'est une posture de prudence. Et je pense qu'aujourd'hui, le PDCI qui traverse une période de son histoire où le parti est confronté à des secousses du fait des appels du pied venant du parti au pouvoir et aussi disons, son obligation de se positionner par rapport à l'opposition, ils ont estimé que dans ce contexte particulier de repositionnement, il fallait faire confiance à la figure qui rassemble, la figure d'autorité que représente le président Bédié, qui est encore un actif, il n'a pas pris sa retraite politique. Je pense que là où peut-être on s'attend à ce qu'il y ait peut-être un changement, c'est au niveau de la désignation des candidatures du PDCI pour les prochaines élections, qui est encore à déterminer parce que... Pour les locales ou la présidentielle à venir? Pour les présidentielles surtout, parce que je pense que là où on attend qu'il y ait une transmission de génération, c'est à ce niveau-là. Parce que heureusement en Côte d'Ivoire désormais, grâce à la dernière révision constitutionnelle, pour la présidence, il y aura une liste à 2 têtes. Non, hein, non. S'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît.
donc, il y a une liste à 2 têtes parce qu'il y aura désormais un président et son vice-président. Alors, même si c'est le président qui est voté, on considère qu'il est important que le PDCI puisse pistonner un jeune de la nouvelle génération, de sorte que ce dernier puisse seconder le candidat de premier plan, qui sera certainement le président Bédié, comme dans les autres partis, parce que finalement, le PDCI se positionne aussi sur la scène politique en fonction de ce qui se fait dans les autres chapelles politiques. On considère que dans un jeu politique où au RHDP, il y a le président Alassane Ouattara et au PPACI, il y a le président Laurent Gbagbo, on voit très mal qu'en face, au PDCI, on se retrouve à présenter des jeunes d'une autre génération qui ne sont pas au niveau de la carrure de ces autres offres politiques-là. Donc je pense que le PDCI a fait un choix auquel on s'attendait. Arthur ? D'abord, pour préciser, on n'élit plus un ticket, Bangali. On élit le président. Une fois élu, choisi, avant, dans la première formule de la Constitution, on élisait le ticket. Maintenant, non. Pour revenir à c'est pas une surprise. Je suis ni surpris ni impressionné par le fait que Henri Konan Bédié soit le président. Et c'est pas si mal. Moi, Henri Konan Bédié, président du PDCRDA, tant que c'est un président de transition, c'est-à-dire que tant que c'est un président qui dit clairement, parce que le congrès extraordinaire, en fait, c'était pour gagner son rôle, voilà. Le vrai problème, ce sera le congrès ordinaire. Et moi, tant qu'Henri Konan Bédié termine son discours du congrès ordinaire par dire « je m'apprête » ou « à partir d'aujourd'hui, on ouvre pour quelqu'un d'autre », c'est pas un danger. En ce sens que, même si on ouvre le jeu politique, il va falloir rassembler, il va falloir calmer. Et comme on le dit, pour l'instant, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara sont présidents de leur parti. Et je vois très mal quelqu'un d'autre à la table des négociations. Face à ces deux-là, il se fait bouffer tout de suite, ne serait-ce que psychologiquement. Donc, pour moi, Bédié est important, tant qu'il est vivant, en tant que président du parti, à condition, j'insiste sur cette condition-là, que ce soit un président de transition. Mais si c'est pour être candidat du parti, franchement, autant préparer calmement 2030, 2035, et peut-être que Yves Esso pourra être candidat à cette époque, parce que là, pour moi, Bédié président, ce n'est pas un problème. Mais Bédié candidat, c'est offrir la victoire RHDP sans doute en 2025. Professeur Dion ? Bon, c'est dans l'ordre normal des choses. Hein. Pour vous, comme beaucoup, le principal enjeu, c'est la candidature pour la présidentielle au nom du PDCI-RDA. D'abord, le seul intérêt que je trouve dans ce congrès qui vient de passer, c'est le discours du président Bédié. Parce qu'il fallait l'entendre, il fallait l'écouter. Et j'ai cru voir, lire, comprendre dans le discours du président Bédié, qui me paraissait offensif, la volonté de reconquérir le pouvoir. Ça, je trouve que c'est un bon point. On veut reconquérir le pouvoir. Parce que quand on est dans la logique de la reconquête, tout doit le dire en nous. Quand on veut conquérir un poste, un État, un pouvoir, même une femme, tout autour de vous et en vous doit l'annoncer. C'est là où moi j'attends le président Bédié et le PDCI-RDA. On nous annonce un congrès bientôt. C'est à ce congrès-là que le PDCI va nous dire si c'est encore l'offre Bédié qu'on propose relativement à ce qui va se passer ailleurs, c'est-à-dire si c'est le président Gbagbo qui est candidat au PPACI, si c'est le président Ouattara qui est reconduit pour le RHDP, on dira naturellement c'est le président Bédié parce qu'ils sont sensiblement du même calibre. C'est les 3 pointes de notre triangle ici. Mais sinon, s'il y a une autre opportunité qui s'offre, je crois que c'est maintenant que le PDCI doit... Peut-être qu'ils ont commencé à le faire. Hein. Je ne vais pas faire injure à Yves Esso et à tous les cadres du PDCI très compétents que je connais par ailleurs. Leur demander de commencer à réfléchir sur l'organisation qui pourrait permettre au PDCI de reconquérir ce pouvoir-là. Jean-Yves Esso, vous êtes membre du bureau politique du parti, vous êtes inspecteur du PDCI-RDA, vous étiez à ce congrès extraordinaire. Est-ce que vous l'entendez, ces observations de nos consultants qui estiment que le principal enjeu, c'est finalement la désignation du candidat du PDCI-RDA qui va compétir pour la présidentielle 2025 ? Alors, avant tout, il sera important qu'on fasse une explication de texte pour que les gens comprennent bien. Parce qu'à travers les interventions des uns et des autres, je pense qu'il est nécessaire qu'en 2 minutes,
je puisse vous expliquer un petit peu... Vous m'arrachez 2 minutes, allez-y. Comment, comment s'organise un petit peu ce parti exemplaire hein, pour son organisation, justement. Vous savez, le congrès extraordinaire a été organisé uniquement pour un point. Uniquement pour un point. C'était l'article 54 des statuts qu'il fallait modifier. Parce que si on ne modifiait pas cet article 54, on était exposé à toutes sortes d'attaques si jamais on faisait un bureau politique ou un congrès. Cet article 54 parlait de la limitation des nombres du BP. Nous étions à 400, maintenant nous avons sauté cette limitation. Le seul problème, c'est qu'on ne peut bouger cet article que lors d'un congrès. On ne peut pas le faire en BP. C'est pour ça qu'en septembre 2022, il y a eu de chaudes discussions parce qu'on estimait qu'on pouvait quand même bouger un petit peu. Donc ça a créé beaucoup de discussions et ça a créé une suspension de séance. Et on a reconnu que dans nos statuts, il était impossible de toucher cet article. Donc nous avons fait le congrès extraordinaire, uniquement pour ça. À ce BP de septembre 2022, nous avons fait une motion de soutien au président Bédié. Cette motion de soutien a été relancée à ce congrès extraordinaire. Cette motion de soutien, c'est juste que nous plébiscitons le président Bédié pour être candidat du parti pour le congrès. Donc il va y avoir un congrès. Donc à ce congrès, nous allons élire le président. Parce qu'il faudrait comprendre une chose, quand on parle de plébiscite ou même de candidature à vie, que moi j'ai prôné même au dernier BP, ce n'est que l'expression de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est l'expression de la majorité. Donc si la majorité veut un candidat, ben, c'est celui-là qu'on va élire à chaque fois. Donc c'est exactement ça. Au 7e congrès extraordinaire, nous avons fait une motion de soutien pour plébisciter la candidature du président Bédié. Maintenant, nous sommes en train de parler de candidature unique. Mais quand il y a un candidat qui est plébiscité par la majorité et que les personnes qui sont en face sont assez intelligentes pour comprendre qu'en face d'un candidat qui est plébiscité, il vaut mieux ne pas se présenter, on parle de candidature unique. Mais c'est de la démocratie. Si moi, Jean-Yves Esso... La candidature unique ne veut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie. Hein. Ah mais bien sûr. Ouais, voilà, bien sûr. Tout à fait. Donc si moi, Jean-Yves Esso, je veux me présenter contre le président Bédié pour la présidence du parti, ben, je vais réfléchir à 2 fois. Puisqu'il est plébiscité, mais qu'est-ce que je vais aller à mettre ma candidature? Voilà, c'est un petit peu ça. Très bien. Ensuite, pour la candidature à la présidentielle, nous avons ce qu'on appelle une convention, qui n'a rien à voir avec le Congrès. Donc si des gens attendent le Congrès, comme disait mon frère Dion, pour savoir ce qu'on va choisir comme candidat, ben, ils se trompent. Non, personne n'a dit ça. Hein. Pas ce qu'on a dit. Ah, ok. Voilà, c'est-à-dire que... Dégager des perspectives et des horizons pour qu'on voit clair. Tout à fait. Donc, à ce congrès, des perspectives et des horizons seront très certainement dégagés. Très bien. Mais vous ne saurez pas qui est le candidat pour les présidentielles. On est d'accord. Puisque nous avons une convention. On est d'accord. Et nous respectons le rythme de l'organisation du Non, PDC. pas question. Donc voilà un petit peu. Très bien. Justin Collet-Catinan, un commentaire? Oui, je voudrais vraiment féliciter le extraordinaire. PDCI. Je suis vraiment aussi, bon, M. Banga n'est pas l'expression, il est impressionné par la ténacité du président Bédié. Mais au-delà de ça, voyez-vous, quand nous sommes arrivés, bon, il y a un débat qui a cours ici en Côte d'Ivoire, qui personnellement, je trouve ça gênant. Ah oui, bon, il faut les faire partir, et puis bon, il faut rajeunir la classe politique. C'est devenu une sorte de leitmotiv. Voyez-vous, la légitimité politique, elle ne se décrète pas. On passe par le feu. Aujourd'hui, ces 3 personnalités-là, qu'on le veuille ou non, elles ont une légitimité certaine, forte, nette. Et c'est pourquoi nous devons réfléchir et agir parfois comme tout bon Africain. Dans ma culture, on dit, la façon dont tu arraches la daba à ton papa peut être analysée comme étant une bénédiction que tu attends de lui ou étant comme une malédiction que tu attires. Je pense que parfois, dans nos partis politiques, on a parfois tendance à cacher l'évidence. Ces 3 personnalités que vous voyez là, elles ont acquis une légitimité historique dans le débat politique en Côte d'Ivoire, qui est nette, qui est installée et qui est forte. Et c'est ce que nous voyons au niveau du PDCI.
C'est ce que nous voyons au niveau du RHDP, c'est ce que nous voyons au niveau du PPACI. Que vous les aimiez et qu'on ne les aime pas, la question n'est pas à ce niveau. La question, c'est que dans les combats politiques, ils se sont fait une légitimité. Et en politique, c'est très important. Très bien. Monsieur le ministre? Écoutez, moi, je n'ai pas de commentaire particulier. On a un processus qui relève donc de la politique interne du PDCI, selon les textes du PDCI. D'ailleurs, vous aurez remarqué que le RHDP était fortement représenté à ce congrès donc extraordinaire. Nous continuons de penser que les choses qui nous unissent avec le PDCI sont plus importantes que ce qui peut nous diviser. Et nous continuons donc à tendre la main. Nous pensons que nous sommes issus donc de la même maison, donc oufouettistes. Nous sommes tous les enfants d'Oufoué-Boigny. Et d'ailleurs, je peux dire que lors donc, de l'accession du président Ouattara aux affaires, surtout de 2011 à 2018, nous avons fait beaucoup de choses ensemble avec le PDCI. Vous regardez aujourd'hui, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, il est issu du PDCI. Le président du Sénat, il est issu du PDCI. L'inspecteur d'État est issu du PDCI. Donc beaucoup de cadres aujourd'hui issus du PDCI travaillent avec le président Ouattara à relever ce pays. Et nous espérons qu'au bout de ce processus, nous serons nous retrouvés pour continuer la marche victorieuse et glorieuse que nous avions entamée ensemble. Donc sur le fond, vraiment aucun commentaire. Cela relève donc de la démocratie interne et des textes du PDCI. Très bien, monsieur. Monsieur le ministre, on va parler avec vous à présent, évidemment avec l'ensemble de nos invités, de l'année de la jeunesse. Vous le savez, le rapport des consultations nationales de la jeunesse a été officiellement remis au Premier ministre Patrick Hachi par le ministre, par vous, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, le 9 mars précisément, à la primature au plateau. Les enjeux, les actions à suivre avec vous, monsieur le ministre Touré Mamadou, mais avant, ce sujet de Salif Yalekoué qui nous rappelle les faits. L'année 2023 dédiée à la jeunesse. Telle est la volonté du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, exprimée lors de son traditionnel message à la nation du 31 décembre 2022. Des rencontres entre des membres du gouvernement et fêtières de jeunesse ont été par la suite organisées. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, et les premiers responsables de jeunesse ont présenté le rapport de ces consultations nationales au chef du gouvernement, Patrick Hachi. Avoir un emploi, donc ça reste donc la priorité des priorités. Et bien évidemment, l'engagement civique et citoyen des jeunes a été au cœur des discussions. Dans le domaine du sport, accroître les infrastructures sportives pour leur permettre donc d'exercer le sport s'ils le veulent. Investir dans le domaine de la culture pour des jeunes qui veulent dans ce secteur entreprendre, se valoriser. Voici un peu ramasser les propositions faites par les jeunes. Et ces propositions-là ont rencontré donc l'assentiment du Premier ministre. Bien évidemment, nous allons les rapprocher donc à celles en cours d'élaboration par les membres du gouvernement. Et le plus important, c'est ce document qui va ressortir des actions très précises, budgétisées, qui seront menées cette année après la validation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Patrick Hachi, à cette tribune, a rassuré la jeunesse quant à l'engagement du gouvernement de traduire en acte la volonté du chef de l'État. Nous avons, sur la base de cela et sur l'inspiration des points que vous avez évoqués, conçu et obtenu des bailleurs de fonds, des financements, aujourd'hui à hauteur de 260 milliards de francs CFA, pour le démarrage de la mise en œuvre du PJ-Gouv 1, dont je n'ai aucun doute que vous serez satisfait. Les fêtières de jeunesse se félicitent de ces initiatives des autorités ivoiriennes de prendre en compte leurs préoccupations. Nous nous réjouissons de l'annonce qui a été faite par Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et qui vient décaisser plus de 260 milliards de nos francs pour répondre à ces aspirations-là. C'est dire aujourd'hui qu'on a une participation active des jeunes dans les prises de décision, mais nos propositions, en tout cas, rencontrent l'agrément du gouvernement. Il y a une oreille attentive qui est présente et qui est disposée donc à accompagner nos actions. Nous saluons donc le Premier ministre, chef du gouvernement, pour cette initiative, mais nous disons merci également au ministère de la Jeunesse qui a accompagné les jeunes dans le cadre de la sensibilisation, de la consultation de nos bases en vue de remonter les aspirations de nos jeunes là où il fallait. Et nous disons merci au président de la République pour avoir décrété cette année comme année de la jeunesse. Ce sont au total 307 organisations et fêtières de la société civile qui ont pris part à ces consultations. Monsieur le ministre Touré Mamadou, l'année de la jeunesse, avec des chiffres, avec des actions tangibles, qu'est-ce que vous avez fait depuis le discours à la nation du chef de l'État en fin d'année 2022 ?
Effectivement, le chef de l'État, le 31 décembre 2022, a donné des orientations très claires au gouvernement sur le contenu qu'on a le droit d'attendre de l'année de la jeunesse. L'appui donc aux PME jeunes en leur permettant donc d'accéder à la commande publique, l'appui aux start-up, un encadrement plus accru donc de la jeunesse, l'accès au financement donc des jeunes et puis l'accès donc à des activités de loisirs, de bien-être, etc. Après donc ce discours du chef de l'État, le Premier ministre a réuni une réunion interministérielle avec une quinzaine de ministres qui couvrent différents secteurs, agriculture, tourisme, transport, etc. Et nous avons lancé la base donc, du document de travail articulé autour de 3 axes. Le premier axe est relatif donc, à la formation, à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat des jeunes. Le second axe est en rapport avec donc, le civisme au niveau des jeunes. Et le troisième axe en rapport avec l'épanouissement et le bien-être des jeunes. Sur cette base, le gouvernement a entamé une consultation avec l'ensemble des organisations de jeunesse, comme ça a été dit. Parce qu'il ne s'agissait pas pour nous de nous asseoir, d'établir un projet sans prendre l'avis des jeunes. Et ces consultations ont pu donc réunir près de 307 organisations de jeunesse, y compris des jeunes du PPACI. Donc, qui ont tous contribué, qui ont fait des propositions. Et ça a été montré tout à l'heure, ces propositions ont été transmises au Premier ministre. Et le gouvernement a travaillé sur la base des propositions faites par les ministères sectoriels, mais en tenant compte surtout donc, des attentes et des préoccupations des jeunes. À partir de là, il y a un document qui est sorti qui s'appelle Programme Jeunes 2023-2025. Pourquoi 3 ans? À la base, nous sommes partis sur 1 année, mais vous avez des programmes et des projets qui seront entamés cette année et qui vont donc durer dans le temps sur les 2 prochaines années. Par exemple, il y a 18 établissements de formation professionnelle qui seront construits. Les constructions seront entamées cette année, mais il faut entre 18 mois et 24 mois pour la fin donc, de ces constructions. Donc 261 milliards de francs CFA que le PGGouv 2023, mais à ces 261 milliards de francs CFA ont été rajoutés 99 milliards de francs CFA pour les infrastructures dédiées aux jeunes. Sur la période 2023-2025, c'est 1118 milliards de francs CFA qui nous permettront de prendre en charge 1 500 000 jeunes dans tous ces secteurs d'activité. L'appui à l'entrepreneuriat, donc permettre à des jeunes d'avoir des financements à travers donc, des fonds de garantie. L'épanouissement donc, des jeunes à travers des infrastructures sportives, l'appui aux start-up, la mise en place d'incubateurs, la priorisation du secteur agricole dans la politique d'emploi des jeunes. Donc c'est cet ensemble donc, de mesures donc, qui a été adopté par le Conseil des ministres donc le mercredi donc, de la semaine surpassée. Et je me réjouis donc, que ces propositions fassent écho aujourd'hui partout en Côte d'Ivoire, y compris dans l'opposition, puisque Katina le disait tout à l'heure en off, la plupart des éléments qui ont été repris sont des éléments évoqués par le PPACI pour dire que nous n'avons pas attendu. Et de toute façon, moi j'estime que les questions d'insertion professionnelle des jeunes doivent faire l'objet d'un consensus national. Parce que quel que soit le régime, cette problématique est au cœur des priorités de l'ensemble des gouvernements. Vous avez dans un pays où 77% de la population, 75% de la population a moins de 35 ans. Chaque année, 800 000 enfants arrivent au CP1. Entre 600 et 700 000 enfants arrivent au collège. Ça vous pose énormément de défis en termes d'infrastructure. Ça vous pose donc des défis en termes d'accès au marché. Est-ce que notre dispositif donc, éducatif aujourd'hui permet donc d'absorber toutes ces main-d'œuvre qui viennent sur le marché du travail? Nous avons chaque année entre 300 000 et 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est pour cela que, pour faire écho, que le chef de l'État a souhaité qu'en dépit des résultats déjà obtenus, des résultats remarquables obtenus, il fallait cette année dédier l'année à la jeunesse pour amplifier ce que nous allons faire. Vous avez vu avec le Premier ministre, nous avons été par exemple à Boto et à Diabo. Le PPACI a parlé donc de construire des écoles dans le domaine agricole, etc. Mais quand Katina consultera donc le document, il verra que des écoles professionnelles agricoles figurent en bonne place dans cette politique. D'ailleurs, le Premier ministre a posé la première pierre d'un lycée technique agricole donc, dans le centre du pays. Très bien. Donc pour dire que les jeunes ont été pris en compte, notamment leurs aspirations, le gouvernement aujourd'hui a sorti un document avec la contribution aussi des partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, le PNUD, la BAD, l'AFD. Donc c'est tout ça qui forme le PGGouv 2023-2025. Et nous continuons donc, c'est un document dynamique, et donc s'il y a des propositions pertinentes, elles peuvent toujours être amenées au niveau donc, du chef du gouvernement. Très bien. Justin Koné, Katina, vous voulez réagir?
Oui, non, je dis que là, il a parlé d'un consensus, mais c'est ça. Le consensus, ça veut dire que plusieurs réflexions pour la même cause. Parce que pour dire vrai, la situation de la jeunesse est inquiétante pour nous. Et pour tout homme politique en Côte d'Ivoire, elle doit être inquiétante. Il y a des signaux qui ne rassurent pas, et nous sommes heureux que le gouvernement lui-même ait perçu ça et qu'il commence à prendre des dispositions. Non, on dit pour amplifier, vous faire l'écho, voilà, enfin, qui commence à entreprendre un certain nombre de choses. Depuis et 10 ans, c'est le début du consensus et nous vous le concédez. Mais voyez-vous, le seul problème que nous avons, quand j'analyse un peu vos propositions, c'est un peu... Je trouve que ce sont ce que nous appelons, pour prendre un peu une expression comment il s'appelle, de l'empereur français, comment il s'appelle, Napoléon. Ce sont des mesurettes. Ce sont des mesurettes. C'est vrai qu'en chiffres, on voit que c'est énorme, mais ce n'est pas structurel. Ce n'est pas suffisamment structurel. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous regardons? Aujourd'hui, je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement structurel. Pourquoi? Il y a des chiffres en économie qui vous permettent de comprendre si nous avançons réellement. Le gros problème que nous avons ici, pourquoi le problème de l'insertion des jeunes? C'est la privatisation à outrance. C'est-à-dire qu'on a dessaisi l'État à un moment donné de son pouvoir d'intervention pour le compte des jeunes. Vous imaginez aujourd'hui, le financement, les jeunes, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'idée, hein, mais c'est parce que qui finance ça? Nos secteurs bancaires démissionnaires, totalement démissionnaires. J'ai regardé le taux de bancarisation. La Côte d'Ivoire a l'un des faibles taux de bancarisation de la sous-région. On a la première économie, mais notre taux de bancarisation est l'une des faibles. C'est-à-dire le Bénin fait 31%, c'est déjà ridicule. Le Burkina fait 20,4%, c'est ridicule. La Côte d'Ivoire fait 20% le taux de bancarisation. C'est-à-dire que quoi? Que sur les populations qui sont capables, actives, il n'y a seulement que 20% qui ont accès, qui ont un compte bancaire. Voilà, pour parler, pour que mon parent de Arekoka comprenne ce que je suis en train de dire. Il a un compte bancaire. Ça veut dire que quoi? Qu'ils ne peuvent pas du tout bénéficier de l'appui des banques. Or, tout développement, toute économie, aujourd'hui, que nous prenons la Chine, que nous prenons comme de l'Inde, ils ont d'abord été maîtres de leur secteur bancaire. Et c'est quand on est maître de ton secteur bancaire que tu peux l'orienter. Parce que le banquier qui vient, lui, en Côte d'Ivoire, il vient travailler dans les niches. Cacao, fonctionnaire, ainsi de suite, et puis ils s'en vont. Mais mon petit frère qui vient du village, qui a une belle idée, bon, je veux construire par exemple tel truc. La banque, il n'y a aucune banque aujourd'hui. Je peux... Oui, je vous ai réagi. Il n'y a aucune banque. Donc ce taux de 20%, c'est un exemple. Deuxième exemple que nous regardons, c'est cette tendance à c'est certainement que le gouvernement fait des efforts, hein, mais la question qui nous revient constamment, et d'ailleurs, je suis heureux que le ministre soit là, parce que le centre de départ de l'immigration, c'est là où vous êtes député. Peut-être que vous avez des solutions pour nous, parce que l'émission que nous avons regardée, moi j'ai suivi la route de l'immigration. Le centre de départ de l'immigration, c'est Dalois, chez vous, vous êtes député. Donc, ça aussi, c'est inquiétant. Pourquoi nos jeunes, malgré tous ces efforts, vous dites faites des efforts, malgré tous ces efforts-là, et que la Côte d'Ivoire est la première pourvoyeuse de l'immigration en chose. D'accord. Ce sont tous ces éléments qui... Je pense que Katina s'embrouille un peu. Hein, taux de bancarisation, financement des jeunes, etc. Dire que j'ai écouté les propositions qui ont été faites par Maître Abiba au nom donc, du PPACI. Je vis des incantations. Je n'ai vu aucune proposition concrète. Lorsque vous dites par exemple que pour régler le problème donc, de l'accès des jeunes à l'emploi, il faut régler le problème de l'inadéquation formation-emploi, vous réglez ça comment? Oui, mais attends, s'il te plaît. S'il vous plaît, on va le laisser aller au bout. Allez-y. Lorsque vous dites que vous mettez en place une banque de l'emploi pour financer les projets des jeunes, vous le faites comment? C'est quoi une banque de l'emploi? Lorsque vous dites qu'il faut ajouter seulement 10 francs sur la sardine pour avoir beaucoup de milliards pour construire des ponts, etc., non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Il y a, et vous verrez lorsque le document sera public dès lundi, ce n'est pas des mesurettes. D'abord, il y a des réformes avec des facilités au niveau fiscal pour les entreprises, les inciter à embaucher donc des jeunes. Non, je vous le dis. Il y a les réformes de notre système d'enseignement technique, la gouvernance de nos établissements
et des curricula donc, de formation. Il y a la construction d'établissements techniques en adéquation avec la réalité économique donc, de chaque région. Vous verrez aujourd'hui que nous avons une carte scolaire au nom de l'enseignement technique. Les 18 établissements de formation technique qui seront construits le seront dans des régions en fonction des besoins, donc en termes de l'économie de ces régions. Vous avez donc le GUD, le guichet unique de développement donc, de l'entreprise, qui permettra, parce que lorsqu'on parle d'entrepreneurs, c'est pas de l'argent. Ces jeunes qui veulent être des entrepreneurs ont besoin d'être formés. Tout le monde vous dira que ça passe d'abord par la formation. Le guichet unique règle en partie ce problème, puisqu'il y aura une entité au sein de ce guichet unique en charge de l'encadrement et de la formation donc des PME. Ensuite, effectivement, il y a la difficulté d'accès donc au financement, puisque les banques, surtout les banques commerciales, financent très peu. Le gouvernement décide donc de développer un système donc, de fonds de garantie qui sera mis en place au sein donc, de ce guichet donc, unique, fonds de garantie qui permettra donc à des jeunes d'accéder plus facilement. Et même si les jeunes ont des financements, il faut qu'ils accèdent à la commande publique, il faut qu'ils accèdent au marché. Aujourd'hui, le Code du marché public en Côte d'Ivoire sous-traite 30% donc, des marchés donc, à des PME. Même si nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 50% donc, des marchés qui sont sous-traités pour les PME. L'idée dans ces réformes qui sont annoncées, c'est de faire en sorte que beaucoup de jeunes entrepreneurs puissent accéder donc, au marché public. Donc formation, appui donc, à l'entrepreneuriat, appui aux start-up. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une floraison de start-up dans le domaine digital, etc. Et ce sont des jeunes aujourd'hui qui innovent, qui apportent des solutions concrètes. Donc, ce n'est pas des mesurettes. En tout cas, ces mesures-là, par rapport à ce qui a été proposé le samedi, donc à cette jeunesse du PPACI. Et je voudrais rappeler, vous savez, ce soir, je ne suis pas venu ici pour faire de la polémique, mais nous héritons de votre héritage. Quand vous avez passé 10 ans à instrumenter des jeunes dans les agoras, parlements, etc., parce que Laurent Gbagbo qui dit aujourd'hui qu'il va instituer donc, des rencontres avec les jeunes, il aurait dû le faire quand il a passé 10 ans aux affaires. Quelle a été votre politique de l'emploi en 10 ans lorsque vous étiez là? C'est ce stock-là que nous devons gérer. Donc 10 ans, je vous ai parlé de près de 4 millions de jeunes que vous avez laissés donc, à la rue. Vous savez que les seuls événements de novembre 2004, M. Katina, avec les casses des entreprises ici à Abidjan, ont fait perdre, selon Jean Lubillon, près de 120 000 emplois à notre économie. Donc pour vous dire, et je reviens sur ce que j'ai dit, vous avez un problème de crédibilité, de cohérence, en tout cas sur les critiques, sur l'efficacité des politiques publiques en faveur des jeunes, le PPACI, le FPI version PPACI, est très mal placé aujourd'hui parce que malheureusement, et j'espère que vous allez nous aider à faire renaître toute cette jeunesse-là, que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier, pour qui aujourd'hui nous sommes en train de nous battre pour leur donner des perspectives. Sur l'immigration, je m'en voudrais de ne pas en parler. En 2000, lorsque vous arrivez aux affaires, selon les organismes internationaux, notamment l'OIM et l'OCDE, c'est 3 000, puisque Laurent Gbagbo dit que quand il était aux affaires, personne ne partait à l'extérieur. C'est faux. 3 000 Ivoiriens en 2000. En 2009, 9 000. Vous avez triplé le nombre de départs à l'étranger. Donc c'est faux que Laurent Gbagbo s'assoie devant les gens pour dire que sous lui, aucun Ivoirien ne part à l'extérieur. Monsieur, vous terminer, allez-y. Je crois Arthur, que après Justin Collègue vous êtes embrouillé totalement. Vous êtes vraiment embrouillé, monsieur le ministre. Vous ne maîtrisez même pas du tout votre propre secteur. Parce que vous parlez, je vais vous expliquer quelque chose. Sur le plan de la fiscalité, mais vous n'avez rien innové. Depuis Oufo-Boigny, il y a toujours un plan de mécanisme d'aide aux enfants au niveau fiscal. Donc, vous n'avez rien innové. Deuxièmement... En quoi est-ce que je me suis embrouillé? Non. Vous n'avez rien... Mais en quoi est-ce que je me suis embrouillé? D'accord, on le laisse oui. Alors, je reviens tout à l'heure sur une chose. Mais c'est où deuxième élément sur les choses, sur ces questions. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous. Hein. C'est la rébellion, votre rébellion, là. Telle que vous avez au pouvoir, là. C'est elle qui a gâté le pays. C'est elle. Votre course au pouvoir, en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion, là, c'est vous qui avez formé ça. Entre les jeunes qui font l'agora et ceux qui prennent des armes pour tuer, je préfère ceux qui font l'agora. C'était une précision pour que vous puissiez comprendre également votre à ce niveau-là. Troisièmement, sur la question de l'immigration, ce n'est pas nous qui le disons. On vous dit, encore qu'on peut comprendre qu'en 2009, il y avait une situation de crise, encore chose. Mais nous sommes en 2020, 2021. Et c'est le ministère de l'Intérieur de la France, le ministère de l'Intérieur de la France, qui dit qu'elles-mêmes ne comprennent pas du tout que la Côte d'Ivoire soit le deuxième demandeur d'asile en France. Mais je peux vous expliquer. Non, s'il te plaît, j'en arrive. Peut-être vous allez expliquer après. Oui, d'accord. Et derrière quel pays? Et je vous donne les 5 pays les plus importants, les fourvoyeurs. L'Afghanistan, vous comprenez que l'Afghanistan, on peut comprendre.
Troisième pays, le Bangladesh. Vous pouvez comprendre les Bangladesh, pourquoi ils vont en exil. L'autre pays, la Côte d'Ivoire est deuxième. Ainsi de suite. Donc, parmi les premiers pourvoyeurs, il y a des situations, des circonstances qui sont liées, qui font que les gens s'en vont. Allez, mais en Côte d'Ivoire, il faut que j'explique quand même. En Côte d'Ivoire, oui, bien sûr, nous avons du mal à comprendre qu'on se lève chaque matin, on s'auto-célèbre nos performances, j'ai fait ceci, 20, et puis subitement, on trouve nos populations en train de partir. Je finis maintenant sur la question bancaire. Rapidement sur la question bancaire. Je crois que, monsieur le ministre, je voudrais poser une question. Peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Moi, je dis c'est vous qui êtes un peu embrouillé. Vous ne m'avez pas bien compris. Oui, allez-y. En toute honnêteté, en tant que ministre de la Jeunesse, est-ce que vous êtes content du système bancaire actuel en rapport avec le financement des jeunes? D'accord, je vais vous répondre. C'est une question. Déjà, alors, monsieur, je vous donne la parole, mais permettez-moi de faire une précision. Nous sommes arrivés au terme imparti pour cette émission. Je vais vous accorder quelques minutes encore. Nous allons être obligés d'y mettre un terme. En espérant vous avoir, Arthur Banga, soyez gentil, s'il vous plaît. Merci de votre résilience, vous et les autres invités. En espérant avoir le ministre Touré Mamadou, Justin Koné-Katina, pour d'autres débats comme ceux-là, en vue d'éclairer la lanterne des Ivoiriens qui n'attendent que ça, finalement. Monsieur le ministre, allez-y. D'abord, premièrement, je n'ai jamais dit que des jeunes ne vont pas. Je dis que lorsque Laurent Gbagbo dit que sur ces 10 ans de gouvernance, aucun jeune n'allait hors du pays, c'est faux. Lorsqu'il arrivait à la tête de ce pays, en 2000, il y avait 3000 jeunes Ivoiriens qui étaient déclarés comme candidats donc, à l'aventure. En 2009, c'est votre guerre qui a fait partie des gens. C'est votre guerre. Entendez, votre rébellion qui a fait partie des gens. Mais il aurait dû dire ça. Voilà. Et il dit que personne n'est parti. Voilà. 9 ans après, nous sommes à 9000. Mais les 9 000, c'est votre rébellion que vous avez fait. Sinon, le laisse terminer, s'il vous plaît, arrêtons de l'interrompre. Selon l'OIM, donc au port de l'Italie, nous avons 4000. Ça est divisé par 2. Non. Maintenant, s'il vous plaît, Justin Koné-Katina. Non, mais je termine, s'il vous plaît. Sur la France, M. Ali Diarasso, vous devez savoir que le système mis en place pour l'accueil des réfugiés, en rapport avec la nationalité, est un système déclaratif. Vous avez des citoyens qui vont dans des pays et qui se déclarent d'une nationalité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément de cette nationalité. La preuve, c'est que nous avons eu une mission conjointe. Vous savez que les nationalités ivoiriennes. Oui, mais alors je vais vous dire. Allez-y rapidement. Touré Mamadou, terminez votre développement. Parce que notre gestion est beaucoup plus rigoureuse, plus sérieuse que la vôtre. Oh là là, ça c'est péremptoire. Nous avons fait une mission avec le gouvernement d'Italie, le gouvernement italien. Oui, s'il vous plaît. Bon, vous avez fait partie de la mission. Et cette mission allait sur place, avec des gens du ministère de l'Intérieur, pour essayer d'identifier tous ceux qui se déclaraient ivoiriens. Près de la moitié de ceux qui se déclaraient ivoiriens ne l'étaient pas. Oui, mais c'est vous. Je rappelle pour vous, rapidement, pour vous mettre à l'aise. Ce sont les Belges que vous avez envoyés qui ont combattu pour vous. S'il vous plaît, vous terminez. Parce que tu viens combattre pour quelqu'un. S'il vous plaît, Justin Koné-Katina. S'il vous plaît. Il faut préciser ça. S'il vous plaît. Terminez rapidement. Je ne suis pas ici pour nier les évidences. Ah, d'accord. Tant qu'il y a un seul Ivoirien, un seul jeune Ivoirien qui part, c'est une question qui nous interpelle. Et justement, l'effet de toutes ces mesures que nous sommes en train de prendre, c'est qu'il n'y ait pas d'Ivoiriens qui partent. Surtout que vous avez beaucoup de jeunes Ivoiriens qui, eux, ont décidé de ne pas partir, mais qui s'épanouissent dans leur pays. Et donc, nous continuons. Et vous avez vu l'action du gouvernement lorsque le problème s'est posé en Tunisie. Ceux que nous avons fait venir, que nous avons profilés, à qui nous avons donné des perspectives d'insertion professionnelle. Mais je dis simplement, M. Katina, ce n'est pas honnête de dire qu'en 10 ans de gouvernance, aucun jeune n'a quitté la Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo, comme il a dit. C'est faux. Touré Mamadou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du RHDP. Justin Koné-Katina, merci d'être venu faire le débat. 3e vice-président du PPACI, porte-parole du parti. Jean-Yves Essi-Sesso, je vois que vous n'êtes pas très content, mais vous...